Fait que ça, c'est le plan d'atelier que je vous propose. Comme j'ai dit, j'ai pas vraiment tout essayé, là. Ça fait que toutes mes présentations, des fois, les transitions, je sais pas trop, là, ben, il y a 12 heures de présentation à peu près. Ça fait que j'ai pas pris le temps de tout le faire avec quelqu'un qui me regardait et qui me donnait des commentaires. Fait que ce qu'on va faire à matin, ça va être plus ici, vous voyez les termes focal, seeing, échantillonnage, comprendre un petit peu la physique puis la mathématique en arrière de pourquoi on doit avoir telle grandeur de télescope. Tout ça, on va le voir une fois. Une fois que vous avez compris, c'est comme tout, c'est des règles du pouce. Après ça fait que c'est relativement facile. Mais il faut un petit peu comprendre les principes parce que c'est ça qui, tout le monde me dit, là, quel équipement, quelle lentille, quelle focale, quel genre de caméra. C'est avec ça qu'on décide ça, OK? Ici, on va voir pourquoi qu'on choisit tel genre de télescope, puis lequel qu'on devrait choisir, puis c'est quoi le rationnel en arrière de ces choix-là. OK? Il n'y a pas beaucoup de maths, je pense qu'il y a une formule. Une formule avec une multiplication et une division. Je pense que tout le monde va être correct. Après ça, on va voir, nous, ce qu'on fait ici, c'est du numérique, les techniques numériques. Fait qu'il y a des choses à comprendre aussi sur comment ça fonctionne une caméra, puis pourquoi qu'on a des problèmes, puis qu'est-ce qu'on fait pour corriger ces problèmes-là. Surtout ici, on va parler du bruit. Là. Ça fait que là, vous allez comprendre c'est quoi un bias, un dark, c'est quoi un flat, pourquoi qu'il y a les expositions, pourquoi qu'on fait du stacking. Tout ça, c'est là que c'est expliqué, c'est dans les techniques numériques. Toutes ces affaires-là, ça n'existait pas en argentique quand il y avait des films, parce qu'on ne pouvait pas soustraire le bruit ou faire des stacks avec des films, évidemment. Ici, il va y avoir la première partie pratique. On va faire des librairies de bias et de stack, de dark chacun. Dans Maxime DL, il y a un simulateur de caméra. Fait qu'on va regarder comment on se connecte à une caméra simulée, évidemment, là, parce que là, moi, je ne prendrai pas le temps de regarder chacun des drivers que vous avez parce que c'est compliqué. Pour chaque type de caméra, chaque type de télescope, là, ça, il va falloir que vous le fassiez soit après ou tout seul, là, installer votre matériel. C'est ça, on peut pas, je voulais juste dire aussi, on peut pas tout voir aujourd'hui parce que malgré qu'on a beaucoup de temps, on n'a pas assez pour tout faire. Ça fait que je suis content que Denis, là, j'y avais dit des choses qui étaient importantes aux gens, la collimation, l'alignement polaire. Je le verrai pas dans mes présentations, ça. Ça, c'est comment installer son stock le soir, tout ça, puis vraiment, ça prend une démonstration quasiment là, le soir, pour le faire. Ça fait que c'est difficile ici de vous l'expliquer, il faut le faire pour le comprendre. Là, j'espère que cet après-midi, on va commencer à s'amuser plus avec les logiciels parce que ça, je sais pas combien de temps que ça va prendre. J'espère que ça va aller plus vite, là, mais on est beaucoup. Il va y avoir beaucoup de questions. Je veux que tout le monde comprenne. Cet après-midi, on va vraiment utiliser Maxime DL. On va parler de la capture, comment ça se fait une capture. Moi, ce que j'ai fait normalement pour vous montrer comment ça se fait une capture, c'est bon de le voir. On est obligé de se brancher à un télescope, à une caméra. Il faut que le télescope soit aligné. Il faut que la caméra soit... J'ai pas ça. Ça fait que moi, ce que j'ai fait, j'ai pris des petites vidéos d'une capture que j'ai faite, que j'ai commentée avec Camtasia, le même logiciel que j'enregistre en ce moment. J'ai des vidéos de 4-5 minutes qui montrent comment on fait le guidage, comment on fait le focus, parce qu'il faut que ça soit live, puis à l'intérieur, ben, je suis pas tout branché, puis le télescope n'est pas aligné. Ça fait que j'ai pris des vidéos, mais ils sont disponibles. Fait que vous allez pouvoir les consulter après. C'est tout avec Maxime DL. Fait qu'on le voit ici, choix d'un site, tout ça, centrage, guidage, capture, les flats. Qu'est-ce qu'on fait quand on passe le méridien avec une monture équatoriale? C'est mes méthodes, hein? Ça veut pas dire que c'est les seuls qui existent. C'est ceux-là que j'utilise, puis ils fonctionnent bien pour moi. Fait que je pense que chacun, vous allez un petit peu adapter ça à votre sauce, là, c'est normal. T'sais. Puis là, je sais pas comment loin qu'on va aller, là, mais après ça, moi, j'ai des images que j'ai fournies, que vous avez toutes téléchargées. On va traiter M81, qui est une des images que j'ai faites cette année ou l'année passée, je me souviens plus. Fait on va faire la calibration, on va regarder comment que ça marche, on va regarder comment ça marche la commande de stacking, comment qu'on fait l'alignement, comment qu'on fait l'empilement, comment qu'on fait toutes ces affaires-là avec Maxime DL. Puis après ça, j'ai des images de Martin de l'autre bord qui m'a donné M51 en DSLR pour montrer c'est quoi les différences, parce que moi j'ai une caméra monochrome avec des couches RGB séparées puis luminance. Mais il y a beaucoup de vous qui ont des one-shot color, là, des DSLR, là, qui prennent une pause couleur d'un coup. Fait que Martin m'a passé des images de M51 qu'il a pris avec des flats, des bias, puis des images de M51. Puis vous allez le faire, ce qu'on a appris ici, là, c'est vous qui allez le faire avec les images de Martin, avec la DSLR. Il y a juste tout ce qui est différent pour une DSLR, c'est on coche une boîte. C'est tout. Une place. Tout le reste est pareil.
Puis on verra comment vite, là, mais je pense que demain matin, on va commencer à regarder les images qu'on a pré-traitées ici puis qu'on a sauvées, qu'on va sauver en TIFF sur le disque. On va les reloader dans Photoshop. Puis là, dans Photoshop, j'ai même pas ajusté ça, là, mais je pense que c'est ça. Stretching, sharpening en L, combinaison à l'RGB, gradient avec gradient exterminator, quelques petits ajustements, puis on va sauver notre image. Puis j'espère que ça va, tout le monde va avoir une belle image à la fin de la journée. Il y a une chose que moi j'ai peut-être pas fait ici. Ah oui, calibration des couleurs avec Excalibrator. Ça, on en reparlera quand ça va être le temps, mais ça, juste ça, ça pourrait être une présentation de 4 heures. Hein. Fait que je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Dans les choses que je vous ai données, il y a le logiciel, il y a un répertoire de logiciels, puis dans le répertoire de logiciels, j'ai mis un PDF qui est une explication d'un magazine, je pense que c'est Astro Insight ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y a un article de 2-3 pages qui dit étape par étape où cliquer puis quoi faire, pourquoi qu'on le fait en plus. Fait que moi, je vais le faire avec vous autres. Mais comme je vous dis, c'est pas nécessaire de se souvenir de rien par cœur. Vous avez tout enregistré, vous avez toute la documentation. Puis après ça, c'est de vous-même vous habituer à utiliser ces outils-là. Si on a le temps, je vais peut-être passer quelques images, une vingtaine d'images. Ça dure 5 minutes avec la musique. Là, j'ai fait la même chose l'année passée. J'en ai peut-être changé 4-5 des nouvelles de l'année. Puis conclusion, si je suis encore en vie. Fait que c'est ça, j'espère qu'on va s'amuser. Puis comme j'ai dit, je peux pas vraiment, je vois qu'hier il y avait beaucoup d'attentes, là, mais c'est sûr qu'on peut pas aller dans le détail de chacune des questions de tout le monde. On va faire un survol global, puis on verra qu'est-ce qu'on peut adresser après avec des questions après les présentations ou dans les périodes de questions. Fait que, mais il y a des choses comme la collimation, le polaire, toutes ces affaires-là, c'est parce que c'est des présentations de 3-4 heures en tant que telles. Là. Ça fait qu'à un moment donné, nous, on s'est concentré sur les logiciels puis la capture d'image. OK? Bon, on va parler de la focale. Ça, je pense qu'on en parle beaucoup. Puis la focale, en principal, il y a une définition qui est importante. La focale, c'est le grossissement qu'on a d'un objet à travers un équipement optique, à travers votre télescope. En astronomie et en photographie, c'est pareil. Plus la focale est longue, ça se calcule en millimètres habituellement, la focale, plus elle est longue, plus on a un gros zoom. OK? Puis plus on a un gros zoom, ben moins on voit grand. Parce que c'est notre champ, puis plus on zoome, ben plus ça fait ça, puis quand on a un très grand zoom, on voit plus qu'un point au bout, là, parce qu'on a tellement zoomé que toute notre vision est prise par une petite partie de l'image. Fait qu'on montre ça ici. Ça, c'est avec une lentille, c'est des lentilles standards en photographie. Là, on voit 28 mm, ce que ça donne. On voit tout le champ. Là, 50 mm, on a grandi un petit peu ici sur les arbres. 70 mm, on voit plus la clôture. Puis 210 mm, ben, vous voyez, on ne voit plus rien, on voit juste quelques branches. C'est pareil avec les télescopes. Les télescopes, habituellement, ça commence un petit peu plus haut que ça. Là. On grossit plus que ça. Ça, c'est des lentilles ordinaires là, pour faire de la photo. Vous voyez, ça, c'est le plus petit, un des plus petits télescopes que j'ai, puis lui, il grossit à 560 mm de focale. OK? Puis le gros en arrière, là, le plus gros qu'on a, le 14 pouces, là, F10, là, ça doit donner 3 mètres de focale et plus, 3,2 mètres. C'est un 11 pouces, ça, c'est pas un 14? C'est 2,8 mètres de focale. Fait que vous voyez que là, tout ce qu'on voit, c'est l'écorce sur un des morceaux de bois avec ça. OK? Ça vous montre un petit peu c'est quoi la focale. Ça fait que ce qu'il faut comprendre, c'est que plus la focale est grande, plus ça grandit, ça c'est facile. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que moins on voit de choses, plus on voit un petit détail. Okay? Ça fait qu'on ne voit pas ce qu'il y a autour, on perd le champ. Okay? C'est normal, là. Plus on grandit, plus le champ se rétrécit. C'est ce qu'il faut savoir avec la focale. Ça va? Tout le monde comprend ça? Fait que comment qu'on calcule la focale? En fait, c'est pas compliqué, c'est que l'équipement, quand il est fait, quand ils le designent, ils ont une idée en tête d'une focale précise. OK? Puis une ouverture précise. C'est fixe sur les télescopes. Les zooms de caméra, en bougeant, là, on bouge les lentilles, fait que ça bouge la focale, mais la plupart des télescopes, la focale, c'est fabriqué de même, puis that's it, ça bouge plus. OK? Fait que c'est facile. Ça, c'est le diamètre, D. Puis ça, ici, c'est le foyer. On appelle ça la distance focale. Ça fait que théoriquement, là, ça veut dire que, pourquoi qu'on dit 560 mm? Ça veut dire que si ma lentille est là, le foyer où l'image va être au focus, ça va être 560 mm en arrière. Pas compliqué. Puis on comprend pourquoi que les télescopes comme le Schmidt-Cassegrain là-bas à 2,8 mètres, on voit que le télescope, il n'y a pas 2,8 mètres de long. Bien, la technologie, c'est qu'ils ont utilisé des miroirs pour plier l'image. C'est pour ça qu'il y a un miroir au début. Puis lui, il fait le focus à 2,8 mètres, mais il s'en va sur un autre petit miroir en haut qui replie la lumière puis qui les renvoie dans le trou. Mais le chemin que la lumière elle a parcouru pour être au focus, c'est 2,8 mètres.
OK? C'est ça. Fait que si on fait une lunette avec 2,8 mètres, elle va vraiment avoir 2,8 mètres de long. Parce qu'il faut se mettre en arrière ici pour regarder. OK? C'est ça la focale. C'est vraiment, c'est mesuré, c'est la distance au foyer. Juste une seconde. Le chemin de casse-grain des miroirs secondaires, il est convexe. Ouais. Il y a un facteur d'agrandissement de 5 fois Ouais. la focale du miroir primaire. Il y a une courbure en concave. Lui, les rayons sont concentrés en un point. Fait que, c'est exemple, ça, c'est mettons, tu as un 8 pouces, un 2, c'est 16 pouces, et multiplie ça par 5. Fait que c'est comme 80 pouces au bout. Ouais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la focale, c'est vraiment la distance que la lumière parcourt avant d'arriver au foyer une fois qu'elle a frappé la première équipement optique, la première lentille ou le premier miroir. OK? C'est marqué ça devant l'objectif Ouais. de vos instruments. Ce qui vous donne quand vous achetez le télescope, c'est tout le monde sait le diamètre, hein? Tout le monde sait qu'il a acheté un 80 mm ou un 11 pouces ou qui est 300 quelques millimètres ou whatever, 280 mm. Puis il vous donne le rapport FD, mais ça veut dire qu'ils ont déjà calculé la focale. Là. Parce que le rapport FD, c'est une fraction qui est ça divisé par ça. OK? Ça fait que quand tu mets le diamètre fois le rapport FD, ça te donne la focale. Exemple. Ça, c'est un télescope. Bon, je pense que je l'ai, l'exemple, c'est ça. 80 mm d'ouverture, puis un rapport FD F7. Ça, c'est la vitesse. J'en parlerai pas vraiment de la vitesse, OK? Parce que c'est avancé, ça. OK? F7, F6, F5, là, je vous en parlerai pas, là, mais c'est important aussi, mais une autre fois, vous chercherez ça tout seul. C'est pourquoi c'est bon d'avoir une focale rapide. C'est quoi les limitations? Fait que lui, c'est un F7, souvent, c'est ce qu'ils vont vous dire. C'est un 80 mm, c'est un 100 mm, F7.5, F6, F5, F5.4. Là, vous ne savez pas trop ce que ça veut dire. Mais pour savoir votre focale, il faut juste multiplier les deux. Fait que ça donne votre focale. Puis la focale, ça donne votre grossissement. C'est sûr qu'aujourd'hui, ce que ça veut dire, le grossissement, c'est que ça va vous donner la grandeur des objets que vous êtes capable de voir au complet dans le ciel. Parce qu'il y a des objets qui sont très grands. Comme quand on veut prendre une photo de toute la famille en avant du perron de l'église, on ne prend pas un téléphoto, hein? On prend un grand angle. Fait que c'est une petite focale. Puis quand on veut prendre notre gars qui joue au soccer dans le fond, puis qu'on a un gros zoom, ben là, on prend une longue focale. Mais on voit juste notre gars, on voit pas tout le champ. Fait que c'est un petit peu ça. Il faut faire pareil pour les objets dans le ciel. On a parlé ça aussi. Fait que là, on va regarder c'est quoi. Là, ça c'est ce qu'un télescope. C'est ce qu'une caméra, une caméra APS, comme les Canon, puis les Nikon, puis même les ST1300, puis tout ça là, que vous avez. Les SLR, c'est ça? Ouais, c'est ça. Normalement, ils ont des capteurs de grandeur qui appellent APS. Je pense que c'est comme 16 mm par 14 mm ou 12 mm, quelque chose de même. Ça, c'est ce qu'ils voient du ciel à travers une focale donnée. OK? Fait que ça, c'est pour ça que c'est important quand vous achetez votre télescope de savoir qu'est-ce qu'on va prendre en photo. Parce que c'est fixe. Ça ne bouge pas, là. C'est pas comme sur votre caméra, là. Ça veut dire qu'avec une 500 mm de focale, c'est ce qu'on voit de M31 avec un capteur APS. Si on a une focale de 1 mètre, c'est ce qu'on voit de M31. Si on a une focale de 2 mètres, c'est ce qu'on voit de M31. Fait qu'avec le 2,8 mètres, là-bas, tout ce qu'on voit, là, c'est ça ici. On ne peut pas prendre d'autres photos, c'est ce qu'on voit. Le champ, il a grandi. On a fait un gros zoom, mais on voit beaucoup moins large. OK? Il y a beaucoup d'objets qui sont assez grands. OK? Je veux dire, la pleine lune, là, elle prendrait à peu près ça ici. Il y a beaucoup d'objets dans le ciel qui sont beaucoup plus grands que la pleine lune. OK? Fait qu'il faut voir qu'est-ce qu'on veut prendre. Fait que là, moi, ça vous donne ici, là, mon 560 mm, ça me donne à peu près ça. C'est ce que je suis capable de prendre en photo. Puis si je vous montrais la photo que j'ai de M31, là, c'est pas mal ça qu'on voit. Ça, c'est le foyer primaire. C'est au foyer primaire. Okay, mais ici, hein? Pas d'oculaire. Pas d'oculaire. Okay. Donc ça, on parle juste de caméra, pas à l'œil. À l'œil, c'est un petit peu différent parce que l'oculaire vient de faire comme une loupe, vient changer, ça fait qu'on peut voir plus ou moins de sections. Mais nous, c'est pas au foyer primaire, c'est comme une lentille qu'on mettrait normalement. C'est juste qu'elle a une focale de 560 mm au lieu d'avoir le 18-55 comme j'ai d'habitude pour prendre la famille dans la maison. OK? Parce que moi, je prends beaucoup de photos d'oiseaux avec ça. C'est super bon. Là, je mets ça sur un trépied, là, puis des oiseaux de l'autre bord de la baie, là. Écoute, plein écran, plein de photos, avec 560 mm de focale ou 1 mètre de focale. C'est normal. Un gros grossissement. Là, après ça, c'est sûr que moi, j'en fais plus que ça. Je me suis dit différents objets, différentes focales. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté un 5 pouces, un Orion EON 120. Là. Ça, c'est à 900 mm de focale.
Parce que c'est un 120 mm à f7.5. Si on fait 120 x 7.5, ça donne 900. OK? Fait que c'est ça qu'on voit de Orion. Puis, je vous ai dit hier aussi que j'avais un CPC11, puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la photographie. Ben, c'est 2,8 mètres, ça. Au foyer primaire, ça donne ça. À peu près, là. Je fais ça à l'œil, là. Puis, ce qu'ils ont fait, c'est l'estimation pour pallier à ça, c'est qu'il y a un réducteur de focale qui change la focale de 10 à 6,3. C'est une petite lentille qu'on met en arrière, là. Puis, c'est le fun, ça donne 2 télescopes en un. Fait qu'on est capable d'avoir plus grand champ. Puis, avec le réducteur de focale, qu'est-ce qu'on est capable d'avoir? C'est 1840, c'est ça. OK? Fait que quand on achète des 14 pouces pour faire de la photo, on est très limité. À part les nébuleuses planétaires là, ou le cœur des amas globulaires. That's it, that's all. Ouais. Ouais, du planétaire. Ouais, mais ça, on ne parlera pas de planétaire aujourd'hui parce que c'est tout un autre. Tous les calculs sont différents dans le planétaire, c'est une autre game. Dans le fond, là, ce qui est important, c'est déterminer c'est quoi vous autres voulez faire. Ouais. Moi, je veux faire du grand champ. Ben, ça va prendre une focale plus courte. Si vous voulez faire des astéroïdes, des comètes lointaines, mais ça vous prend la longue focale. Ouais. Parce que les planètes, là, c'est minuscule, puis on veut les grossir au maximum. OK? Fait que c'est un autre game complètement. Là, on va prendre la plus longue focale possible. Ça, je vous dis, l'utilisation, ça dépend ce qu'on en fait. T'sais. Le gars qui fait des photos pour Sports Illustrated de joueurs de football, je suis sûr qu'il n'y a pas de lentille de 18 mm. Il n'y en a pas. T'sais. Il y a les grosses affaires, grosses de même, là, avec un pied là, qui tient. Il doit donner à peu près 400 mm de focale sur le terrain parce qu'il veut voir la face du gars à 200 mètres. Ça ne doit pas coûter 25. Non, il coûte 3000. Il coûte le prix d'un télescope. C'est des APO aussi. C'est écrit sur les lentilles. APO. Ça coûte 3-4 000 $. Il y a de la stabilisation d'image là-dedans, puis toutes sortes d'affaires, là, de l'électronique. Ça fait que ça coûte cher. Est-ce que ça va? Oui. Tout le monde comprend ça? Fait que vous avez besoin, c'est ce que Denis disait, du bon télescope pour les bons objets. Ceci dépend de la dimension de votre capteur. C'est sûr que comme Denis, sa caméra, sa ST, il est plus petit le capteur. Il voit pas ça, Denis, là, lui. 3 mégapixels. Denis, non, mais c'est lui. Moi, j'ai un capteur APS, c'est 17 mm ou 16 mm par 12, mais lui, il est beaucoup plus petit. Fait que lui, il voit pas la même chose. Si son capteur est la moitié de la grosseur, il va voir la moitié de ça avec un 2,8 m. Ça dépend de la grosseur du capteur. Moi, j'ai pas le plus gros capteur. Et des fois, ils appellent ça les capteurs full size. C'est des capteurs 36 mm de diagonale. C'est sûr qu'on verrait plus, là. On verrait ça avec 500 mm. Fait qu'il faut tout le temps, c'est tout le temps une combinaison de la caméra avec le télescope. On va voir comment que ça se calcule tout ça pour que vous Le choisissiez. capteur, c'est la dimension physique de la. Ben, il y a de la un chip matrice. dedans, là. Il y a un rectangle, là, puis c'est ça. C'est ça qui reçoit la lumière. C'est l'équivalent, c'est ce qui remplace le film. On va en parler quand on parle des capteurs et comment ils sont faits, parce que c'est important de comprendre tout ça. Malheureusement. Bon, ça c'est la partie qui est plus compliquée. Le seeing et la résolution. Oui, boy. Hein, Denis? Ah, je te laisse aller. OK. La résolution d'un télescope est définie comme la plus petite distance angulaire détectable entre deux objets nous permettant de déterminer qu'ils sont distincts. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si vous regardez, mettons qu'on veut absolument observer des étoiles doubles. Là, vous regardez des étoiles, puis dans les étoiles doubles, dans les catalogues, ils disent la séparation entre deux étoiles. Ben, à un moment donné, là, si vous prenez des étoiles qui sont tout le temps plus proches, dans votre télescope, vous ne serez plus capable de dire s'il y en a deux ou une étoile. Vous n'êtes plus capable de dire ça. Ben, vous venez d'atteindre la résolution de votre télescope. OK? C'est pas plus compliqué que ça. Fait que c'est défini comme la plus petite distance angulaire, ça veut dire entre deux objets, détectable, nous permettant de dire qu'ils sont distincts. OK? Là, la résolution, ça, c'est pas un télescope qui grossit beaucoup. Fait qu'à un moment donné, mettons quand il y a un arc seconde de séparation de deux étoiles, je suis plus capable de dire qu'ils sont séparés avec celle-là. C'est sûr que si je grossis plus, que le 11 pouces là-bas, puis je regarde la même chose parce qu'il est à côté, je le regarde, tout d'un coup, ils sont séparés. C'est sûr que j'ai plus de résolution avec une plus grosse focale parce que je grandis plus. C'est comme si j'avais une plus grosse loupe. OK? Fait que, oui. Il n'y a pas aussi le diamètre, il n'y a pas la résolution. Le diamètre, ça aide, mais c'est principalement la focale. Le diamètre, de la manière qu'il aide, c'est qu'il vient donner plus de lumière. Fait qu'il nous permet d'avoir plus. Mais théoriquement, là, avec les caméras, ce qui arrive, c'est que quand on n'a pas beaucoup de lumière, on expose plus longtemps. On revient avec la même quantité de lumière. OK? La focale, là, je vais en parler tantôt, ça aussi, là. En tout cas, on va en parler.
C'est correct. C'est une autre chose, le diamètre, mais ça, c'est pour quand on regarde, ça nous aide beaucoup parce que notre œil n'est pas très sensible. Puis pour les yeux, c'est pas comme pour les caméras. Pour les yeux, bigger is better. Plus on a de lumière, mieux c'est. Mais je vais vous le dire, c'est ça que j'essaie de vous expliquer ici, c'est que c'est pas vrai pour des caméras, pour prendre la photo. Bigger is not better. On l'a vu tantôt, les gros télescopes, ils voient une petite portion de ciel. M31, là, on voit à peine le quart, on voit rien de M31, là, on voit un petit morceau gros de même, là, c'est comme si on faisait ça. Fait que c'est pas ça que tu veux. Pour prendre une photo d'M31, tu veux un petit télescope avec une petite focale qui va voir grand du ciel. OK? Est-ce qu'on peut dire que la résolution, c'est un peu le simuler de pouvoir séparateur? Oui, je pense que c'est quand on lit la définition, ça ressemble pas mal à ça. Là. Bon, là, comment on calcule ça? Parce qu'on parle de distance angulaire. C'est parce que nous autres, il faut voir que quand on regarde dans un télescope, puis notre œil aussi, on voit de même. OK? Fait que ce qu'on voit, c'est pas une distance, c'est un angle. Puis plus on grandit, plus l'angle se rapetisse. C'est ça que j'essayais de vous dire tantôt. Puis moins on a de champ. Un grand champ, ça veut dire un grand angle. Un petit champ, ça veut dire un petit angle. C'est des synonymes. Puis en astrophotographie, on utilise tout le temps ça. Un champ, un angle, ça veut dire la même chose. OK? Il y a des manières de calculer ça. On espère ça, c'est assez simple d'ailleurs. On a tout le temps entendu parler de degrés. Ça veut dire qu'un cercle complet est divisé en 360 degrés. Ça veut dire que ça, c'est 360 degrés d'angle. OK? Fait que ça, c'est un très grand champ. Nous, notre vision, à voit, je ne sais plus trop, là, 140 degrés, 120, je ne sais plus trop. 140 peut-être. Après ça, on ne voit plus. À 180, là, moi, je ne vois pas mes bras. Okay? Ça fait qu'on a un angle de vision. C'est le même principe. Une minute d'arc, parce qu'on a le degré, puis après ça, souvent, on parle de minute d'arc. C'est quoi une minute d'arc? Ben, c'est dénoté par une petite coche de même, là. Un petit apostrophe, là. Ça, c'est 1 degré divisé en 60. Fait que comme les centimètres, c'est 1 centième de mètre, ben, une minute d'arc, c'est 1/60e de degré. OK? C'est assez facile. Puis après ça, on va parler de seconde d'arc. Ben, la seconde d'arc, ici, c'est 1 minute d'arc divisé en 60. Encore. Fait qu'on est rendu au millimètre, comme. Tu sais, le mètre, le centimètre, le millimètre. On a les degrés, les minutes d'arc, puis les secondes d'arc. OK? Est-ce que tout le monde, ça va? Fait que ça, quand on va parler de la distance entre deux objets, souvent dans le ciel, parce que c'est un angle qu'on voit, on ne sait pas s'ils sont proches ou s'ils sont loin. Fait qu'on ne peut pas dire de kilomètres ou d'années-lumière. On va parler de l'angle qui les sépare. Parce que nous, tout ce qu'on voit, c'est la distance entre les deux. Ils sont peut-être bien loin un de l'autre, un en avant, un en arrière. Mais nous, ce qu'on est capable de dire, c'est qu'il y a un angle entre les deux. Puis normalement, des étoiles, on va parler de distance soit en secondes d'arc ou en minutes d'arc. OK? Je donne des exemples. La pleine lune a une dimension de 1 demi-degré. Ça veut dire la pleine lune dans le ciel, quand vous la voyez, là, c'est 1 demi-degré. Donc, c'est combien? C'est 30 minutes. Ça va? 30 minutes ou 30 fois 60, 1800 secondes. Fait que ça vous donne une idée de la grosseur d'une seconde d'arc. C'est la pleine lune divisée en 1800. Pas gros. C'est pas beaucoup d'angle. Mais en télescope, habituellement, on va utiliser la notion de seconde d'arc pour parler de qu'est-ce qu'on peut voir dans le télescope. C'est l'échelle d'un télescope, c'est en seconde d'arc que ça se mesure. OK? Lorsque nous regardons les objets du ciel à partir de la surface de la Terre, nous devons composer avec la distorsion, le scintillement causé par la turbulence atmosphérique. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Moi, j'appelle ça l'effet barbecue. Quand vous regardez en haut d'un barbecue, c'est ça que ça fait. Bien, ça, c'est la turbulence atmosphérique causée par la différence de chaleur entre la température ambiante et la température du barbecue. L'air au-dessus du barbecue, elle monte. Quand elle monte, elle fait ça parce qu'elle se bat contre l'air qui est déjà là pour se déplacer. Puis elle fait des choses comme ça. Puis ça fait comme s'il y avait tout plein de petits clous parce qu'elle n'a pas la même densité. Puis là, tout en arrière bouge. C'est exactement ça. C'est amplifié fois 1000 dans l'eau. Regardez le fond de votre piscine, là. Ben, c'est ça. C'est pareil. C'est de la turbulence aquatique. La réfraction est différente dépendant de la densité de l'air. C'est évident, la réfraction, ça c'est comment que ça bouge la lumière, c'est directement proportionnel à la densité du médium. Fait que l'air chaud, il y a moins d'air, il y a moins d'air. Fait que l'air froid est plus dense. Fait que juste le fait que l'air n'a pas la même température, ça fait de la turbulence. Un mirage sur la route, l'asphalte, c'est ça. Exactement. L'effet barbecue. Tout le monde, c'est ça.
tout le monde a déjà vu que les étoiles, des fois, elles scintillent. On dirait qu'ils sont toutes sortes de couleurs, puis tout ça, là. Quand ça fait ça beaucoup, là, ça veut dire que sortez pas votre télescope, c'est pas bon. Ça fait que c'est ça. Le problème du scintillement, c'est que ça fait des belles étoiles colorées. Mais si on le grossit beaucoup, tout ce qu'on voit, c'est comme si on regardait le fond de notre piscine. On voit rien. C'est pour ça que ça scintille. Ce phénomène-là est quantifiable, puis on peut le mesurer. Puis c'est un petit peu ce qu'on... C'est pas exactement ça, là, je tourne les coins ronds, mais c'est ce qu'on appelle le seeing. Vous avez tout entendu parler du seeing, là. Je sais même pas ce qu'est le mot français. Scintillement. Scintilliométrie, whatever. C'est des super beaux termes. Fait que, c'est ça. Fait que quand vous regardez la Lune, là, parce que la Lune, on la grossit beaucoup, là, avec votre télescope, c'est ça que vous voyez habituellement. C'est sûr que là, c'est des gifs animés, là. Moi, j'ai plein de vidéos de la Lune, mais c'est assez drôle comment que ça bouge de même. C'est assez impressionnant comment que ça bouge. Fait qu'évidemment, ça a des conséquences, ça. Si je vous disais de faire un beau dessin sur votre feuille de quelque chose, d'un objet que vous avez mis dans le fond de votre piscine, là, bonne chance. Il y a besoin d'être gros, votre objet, dans le fond de la piscine. Il change constamment. Tu liras pas le journal du fond de la piscine, en tout cas. Ça, c'est clair. Fait qu'est-ce que ça fait, ça? On est porté à croire que plus on grossit un objet, donc la focale à plomb, plus on y observera des détails, résolution. Hein? Plus on grossit, plus on voit de détails. Ça va de soi. C'est vrai, mais ce n'est pas le cas sur Terre. Puisque la turbulence atmosphérique, le seeing impose une limite maximum à la résolution. La résolution, c'est le plus petit détail discernable. Je vous ai dit là, que vous ne serez pas capable de lire la presse là, dans le fond de la piscine. Pourquoi? C'est parce que c'est bien trop petit, les caractères. Si les caractères avaient chacun 12 pouces de long, peut-être qu'à la limite, vous serez capable de le lire. Mais des caractères de 3 mm, là, à travers 4 pieds d'eau, on le sait que ça ne marchera pas. Ben, c'est pareil pour nous autres sur la Terre, parce que l'atmosphère, c'est comme une piscine. On est dans un liquide, un fluide qui s'appelle l'air. Puis on ne peut pas voir des détails parce que l'air, elle bouge. Puis on va beau regarder tant qu'on veut, on ne sera pas capable d'avoir de détails plus petits que ça parce que ça bouge, puis tout est mélangé en dessous. On ne peut plus le séparer. C'est comme si on avait un thermomètre qui donnait 1/10 de degré de précision, puis nous, on s'entêtait à enregistrer ça à 4 décimales. Ça ne sert à rien. Les 3 décimales d'après, ils ne veulent absolument rien dire. C'est plus que la résolution du thermomètre. Vous pouvez les enregistrer, vous pouvez vous faire croire que ça veut dire quelque chose, mais vraiment, physiquement, mathématiquement, ça ne veut absolument rien dire. C'est du bruit. Fait que l'expérience démontre que le seeing moyen au Québec limite la résolution. C'est sûr qu'il y a des places dans le monde où est-ce que c'est mieux que d'autres. C'est pas pour rien qu'ils sont dans le désert de l'Atacama puis en haut de... C'est parce qu'il y a moins d'air. Fait qu'il y a moins de turbulence. Tout ça, c'est en haut des montagnes. La majeure partie de l'air est dans le premier kilomètre. Il y a plus d'air dans le premier kilomètre que dans tout le reste de l'atmosphère. Okay? Parce que la gravité l'écrase. C'est un gaz comme un ballon, ça fait qu'il s'écrase à terre. Ceci veut dire qu'en général, les détails les plus petits que 4 arcs secondes ne peuvent pas être distingués. Là, il faut voir, c'est vraiment que je parle d'astrophotographie, OK? Parce que l'astrophotographie, on ne fait pas juste une pause de 5 secondes ou d'une seconde ou d'un dixième de seconde. On fait des pauses en minutes. Puis en minutes, c'est la moyenne, OK? C'est le moment que ça va avoir bougé le plus qui va nous donner notre détail, parce que c'est là que ça peinture tout notre capteur, vous comprenez? Ça se peut que ça soit stable pour les 2 premières minutes. Les 2 minutes d'après, ça bouge de même, ben on va avoir une grosse étoile de même. OK? Quand on regarde de façon instantanée, la Lune, des fois, là, quand on la regarde, là, des fois, elle arrête de bouger pour quelques secondes, puis on peut voir plus de détails. C'est vrai, mais en moyenne, si on fait des minutes d'intégration, on a 4 secondes en moyenne, au Québec. Sur le mont Wilson, en Californie, où est-ce qu'il y a un gros observatoire, eux autres, ils ont à peu près 1 arc seconde. Dans le désert d'Atacama, c'est 1 demi-arc seconde de seeing moyen. Hein? C'est pas pour rien qu'ils mettent les télescopes là-bas. Sauf qu'on est au Québec, nous autres. Fait que moi, je vais faire mes calculs comme si on était au Québec, parce que c'est là qu'on prend la majeure partie de nos photos. Ça va pour toute la côte est à peu près, là, puis l'Ontario, tout ça. C'est pas un beau ciel ici. On est dans une zone de turbulence à cause du jet stream, puis tout ça en haut, là. C'est pas une bonne place ici. Il y a beaucoup de turbulence atmosphérique. Les zones tempérées, c'est turbulent. C'est là que l'air se déplace de l'équateur pour aller vers le pôle nord, puis on est en plein dans le jet. Ça veut dire que vous dites si la Lune avait un demi-degré, ça c'est 4 secondes. 4 arcs secondes. Ça c'est le plus petit détail qu'on pourrait voir sur la Lune. Okay, c'est bon. OK? C'est pas juste sur la Lune.
Ouais, c'est Non, partout. là. Ce qui veut aussi dire que les photos de la Lune, que celles que tu as montrées hier, probablement que tu avais, ou soit que tu as utilisé un Justex. Non, j'ai mieux que 4 arcs parce que pour le planétaire, c'est avec du vidéo, mais c'est une autre présentation complète. C'est une autre théorie qu'on prend. Je vous ai dit qu'il y a des moments de stabilité. Ce qu'on va faire pour les planètes qui sont très, très brillantes, on peut prendre ça très rapidement, à 60 frames par seconde. On ne peut pas faire ça avec M31, là, on ne verra rien sur l'image. Mais la Lune est très, très brillante. Ça fait qu'on prend une vidéo. Puis là, du vidéo, on a des milliers, à 30 frames par seconde, on a des milliers d'images en 30 secondes. On a 2000 images, 1800 images en 30 secondes. Puis on va choisir les 10 meilleurs qui ont l'air d'être le plus enlignables, puis on va les aligner ensemble. Ça veut dire que ce qu'on est capable de faire, c'est d'avoir des détails bien plus petits que ça. Parce qu'on appelle ça du lucky imaging. On prend tout le tas, puis on prend les 10 meilleurs sur 2000, puis on les stack ensemble. Mais c'est toute une job. Parce que ça veut dire quoi la meilleure image? Là? Ça, c'est subjectif pas mal. Peux-tu me donner une idée de 4 secondes? Ça représente quelle distance sur la Lune? 1 km, 5 km? Mettons un exemple, tu observes la planète Mars. Si tu regardes Mars au télescope, elle a, en général, à peu près 10 secondes d'acte de diamètre. Si tu regardes, par exemple, la planète Jupiter, c'est 45 secondes d'acte. Ouais. C'est un ordre de grandeur. Quand vous observez les objets célestes, regardez dans les éphémérides, là, tous les objets célestes, il y a un diamètre apparent. Oui, il en donne minutes, la dimension. en secondes d'acte. Et quand vous l'observez, ça vous donne une référence. OK? Ouais. Et ça vient avec l'observation. Oui, c'est ça. C'est pas évident à comprendre quelqu'un qui est. Oui, qu'est-ce que ça représente? C'est parce que, n'oubliez pas, c'est un angle. Hein? Ça veut dire que ça représente en distance. Il faut faire de la trigonométrie. Parce qu'un angle, plus on va là, plus c'est long. La Lune n'est pas trop loin, elle est juste à 384 000 km. Fait qu'il faut qu'on fasse de la trigonométrie. Il faut qu'on fasse l'angle fois la distance, ça donne quelle distance? Ça, c'est de la trigonométrie de base. Mais si on est à 15 000 années-lumière, le même angle, c'est bien plus grand. Tu disais tantôt que le diamètre de la Il faut Lune... parler fort parce qu'il y en a... OK, on parlait tantôt que le diamètre de la Lune était de 30 minutes. 30 minutes, oui. C'est ça. Ce qu'on a à faire, c'est tout simplement à diviser cette valeur-là pour obtenir des secondes. Ouais, c'est 1800. C'est 1800. Étant donné que le diamètre de la Lune, ce qu'on voit, est de tel nombre de kilomètres, à ce moment-là, ben, tu multiplies par 4 et tu divises par 1800. Fait que tu vas avoir une Oui, mais c'est de la trigonométrie de base. Là. C'est peut-être Pour avoir une idée, regardez les taches solaires. C'est de quelques secondes d'acte, les taches solaires. Ça peut être 5 secondes d'acte, 10 secondes d'acte, c'est tout petit. Le diamètre du Soleil, c'est 30 minutes d'acte aussi. Les taches solaires, c'est quelques secondes d'acte. Ça vous donne une idée pour la grosseur que ça représente. Donc, ce qu'il vient de vous dire, Denis, là... On est chanceux que 1 km sur la Lune, c'est pas loin d'un seconde. Oui, c'est ça. Oui. Autrement dit, si je comprends bien, on fait Jupiter est à 45 secondes d'acte en moyenne. C'est ça. Mars peut être des fois quand il est en position 14. Oui, c'est ça. Mais quand j'arrive avec un objet qui a moins de 4 secondes d'acte, c'est là que j'ai le problème pour. Ouais, on Ça, c'est les étoiles doubles, maintenant. ne pourra pas les distinguer. Sur la photo, ça va avoir l'air d'une grosse étoile. C'est ça qu'on dit. Un bel exemple, ceux qui ont déjà observé Uranus au télescope, vous grossiez pour l'avoir le diamètre apparent, voir une petite. Que c'est pas un point, ça a l'air d'un C'est 10. 4 secondes d'acte, Ouais. à peu près. Ça, c'est la limite. Puis Neptune, c'est 2 secondes d'acte. Mais quand tu as grossi, Neptune, c'est tu vois du grossissement, tu grossis beaucoup. C'est à peine tu dis oui, un petit 10. Fait que ce que j'essaie de dire, c'est qu'à l'œil, on va peut-être le voir, mais si on prend une pause de 5 minutes de Neptune, il va bouger à cause du scintillement. Puis quand on va regarder l'image, puis qu'on va mesurer les pixels, puis tout ça, là, ça veut dire que ça va être 1 pixel ou 2 pixels. Ça veut dire que ça va tomber à une place, puis on ne pourra pas voir de détails plus que ça. C'est ça que je veux dire. On voit qu'il y a quelque chose, mais on ne peut pas le savoir si c'est 2 ou 1, ça rentre dans 1 pixel. Fait que là, c'est 1. Tu sais, qu'est-ce que je te dis? On le voit pas. Alors que le planétaire, tu prends ça un 60e de seconde ou un 30e de seconde. Mais le planétaire, c'est complètement différent. Ce n'est pas les techniques qu'on va parler aujourd'hui, c'est une autre présentation, je vous dis. Nous, on parle du ciel propre. Fait que là, ça m'amène à l'échantillonnage. L'échantillonnage, c'est un rapport direct avec ce qu'on vient de dire, la focale, puis la séparation, tout ça. L'échantillonnage, c'est la distance angulaire du ciel observé par un seul pixel de la caméra. La caméra, là, c'est un sensor gros de même, puis il y a 8 millions de pixels dessus, hein, ou 6 millions. Puis ils ont 5,4 microns. Des microns, c'est des millionièmes de mètre. Okay? C'est 1 millimètre divisé en 1000. Fait qu'ils ont 5,4 microns à peu près, ou 7 microns
ou 6 microns. Ça, c'est vos caméras, c'est ça qu'ils ont. Bien, si on a juste un pixel, puis qu'on regarde à travers la caméra, puis la focale qu'on a, puis tout ça, puis là, on regarde, c'est quoi l'angle qu'on voit, là, tu sais? Ça, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage. C'est sûr que quand on les met toutes, tantôt, ensemble, là, 2000 par 3000, vous avez vu, on voit tout M31, là. Mais un pixel, il voit juste une petite partie de rien, puis c'est l'échantillonnage. Ça, c'est un pixel. Pourquoi que je vais vous calculer ça? Là, vous me voyez en venir, je vous dis qu'est-ce qu'on peut discerner. Ça sert à rien de mettre sur les pixels qu'est-ce qu'on ne peut pas discerner. On va essayer de calibrer qu'est-ce qu'on est capable de discerner avec qu'est-ce que le pixel peut voir comme échantillonnage. Puis ça va donner un ratio optimal, puis ça va vous dire quel genre d'équipement vous devez vous procurer pour notre ciel. C'est là que j'essaie d'en venir, c'est de vous dire qu'est-ce que ça vaut la peine d'acheter ici au Québec, faire du ciel profond. Ça, vous le voyez, vous comprenez, vous n'êtes pas obligé de tout retenir ça, il y a des règles du pouce après. OK? Fait que là, c'est ça que je vous dis, une photo complète, des milliers de pixels, une section. Bien, un pixel, c'est un carré de l'image, un point de couleur. OK? En d'autres termes, l'échantillonnage est la résolution d'un pixel de la caméra à travers le télescope. C'est sûr que si on change la focale, bien ça va grandir ou grossir. Puis ça, ici, ce que ça va voir comment ça va changer. C'est normal. C'est comme notre œil. Tu sais, le champ change quand on change le zoom. OK? Fait qu'on va essayer de calculer ce que ça donne. Là, ça, c'est une théorie qui appelle Nyquist, là, que j'ai pris sur Wikipédia, mais qu'on apprend là, dans le traitement de signal, c'est normal. Pour ne pas perdre d'informations d'un signal, il faut l'échantillonner, donc il faut le mesurer à 2 fois son plus fin détail. Okay? C'est juste une règle comme ça. Ça veut dire ça que nous, j'ai dit que les détails qu'on voyait ici, c'était 4 arcs-secondes, dans le meilleur des cas. Ça veut dire que pour être bien optimisé, notre équipement devrait être capable de capturer 2 arcs-secondes par pixel. Donc, l'échantillonnage de notre caméra, pour notre ciel ici, devrait être de 2 arcs-secondes par pixel. Mon Wilson, j'ai dit que le signe était 1, bien, il faudrait que ça soit un demi. Dans le désert de l'Atacama, il faudrait que ça soit un quart. Mais on est au Québec, ça fait que c'est 2. Ça va? Ça coûte plus cher dans l'Atacama. Hein, Denis? Oui, mais là, un CDK, là, 14 pouces, c'est idéal. je m'en vais là. Tu t'en vas là, vous, tu Puis en plus, c'est ça. le sien. C'est juste que ton nez a tendance à sceller continuellement parce que c'est la place la plus sec au monde. OK. Fait que là, je vais essayer de mettre ça en perspective. On reprend notre photo. Ça veut dire qu'idéalement, là, on devrait essayer d'avoir un équipement qui nous donne ça. Puis 1.5, c'est correct, parce que une fois par année, on a un ciel de 3 au Québec. Une fois par année, ça arrive. Vous soyez chez vous. Disponible. Fait que ça arrive, mais mettons 1.5, 2, là. 2, là, c'est la moyenne vraiment, là. Puis je les mesure. Moi, dans mes photos, on est capable de mesurer ça avec Maxime, là. Puis des très bonnes photos, là. Mes meilleures, là, j'ai 3.5. OK? Fait que c'est les meilleures que j'ai été capable de faire jusqu'à date. OK? Sur une nuit. Parce que là, on somme toute la nuit en plus. Fait que c'est le seeing de 12 heures de temps. Ça peut changer. Ça change, c'est sûr. Il y a des moments que c'était mieux, mais c'est parce que quand on fait des heures d'exposition, c'est la moyenne. Fait que comment qu'on calcule l'échantillonnage? Il y a une formule super simple. Demandez-moi pas d'où que ça sort, je pourrais vous l'expliquer, mais je pense que vous allez tous dormir. C'est 206. Hein? C'est bon, 206. Fois la dimension des pixels de votre caméra. Tout le monde le sait, c'est quoi la dimension des pixels en micron. Divisé par la focale, qu'on a appris à connaître avec le diamètre et le rapport FD. OK? Ça, c'est la formule qui nous donne l'échantillonnage. Puis nous, ce qu'on aimerait, c'est que ça donne à peu près 2. OK? Fait que là, on peut faire toutes sortes de combinaisons, plus de focales, des plus gros pixels, des plus petits pixels, des moyens pixels, une longue focale, une petite focale, un réducteur de focale. On peut s'amuser. Je l'ai fait pour vous. Fait que là, moi, je vais prendre mon chip, qui est le KF 8300, qui est un des plus populaires. C'est ça qu'il y a dans la ST 8300, c'est ça qu'il y a dans la QHY9, c'est ça qu'il y a dans... Bon, elle est bien populaire, ce chip-là. Là. Plein de monde l'utilise pour ça. Puis lui, il y a des pixels à 5.4 microns. OK? C'est ça. Fait qu'on va le calculer pour mes... Moi, j'ai 4 télescopes pour la photo. Je vais prendre des objets différents. Fait que je vais vous en montrer une coupe. Fait que j'ai fait un petit calcul. Fait que là, moi, ce que j'ai besoin, c'est ça dans Excel, tu sais. C'est ça que j'ai besoin. Je sais que c'est 5.4. Ça fait que je l'ai fait. 206 fois ça, divisé par ça, ça donne ça. OK? C'est pas plus compliqué que ça. J'ai fait un petit tableau. Puis là, je me suis dit, tabarnouche, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Dire que optimalement, c'est mon plus petit télescope qui est balancé avec ma maudite caméra. C'est ça. Plus gros que ça, je perds mon temps. J'essaie d'avoir des détails qui n'existent pas. C'est vrai, vous venez de sauver de l'argent. Il va marcher pareil. Oui, mais on perd notre temps. Si on essaie d'avoir des détails qui n'existent pas. Hein? C'est ça qui arrive. C'est ça, mais c'est optimal, ça. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon d'avoir plus, mais c'est comme si on essaie de lire la 4e décimale d'un thermomètre, il n'y en a rien qu'une. Il y a le journal avec une grosse loupe. Tu peux lire un journal avec une loupe qui fait que chaque lettre 12 pouces de l'ombre. Mais c'est mieux que le poser. Hein? C'est mieux comme ça que le poser. Bon, oui, ça dépend, il faut voir. Parce que plus tu vas haut, le commerce fait que ça va plus cher. Fait que je sais pas si c'était mieux, ça dépend. Daniel Bocard, sur Internet, il a mis un fichier Excel. Ouais, pour toutes sortes de focales, puis toutes sortes de... Il est tout programmé, tu rentres tes données, Ouais. tu fais tous les calculs. Ouais, ça, ben, comme je vous ai dit, c'est pas compliqué, là. C'est 206 x 5 divisé par 560. Lui, il avait tout fait. Il a rempli le câble, Ouais. puis, Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, ben là, ce qu'il faudrait faire pour que je puisse utiliser une plus grosse focale, une plus longue focale, c'est d'avoir des plus gros pixels. Right? Mais vous comprenez que je ne vois pas plus de détails. Là. Je vois 2 secondes pareil. Là. C'est juste des plus gros pixels. Fait que ça, là, c'est une super caméra. Un jour, j'espère d'en avoir une comme ça. Là. C'est la STL 11000. Elle a celle qui a les plus gros pixels. Elle a 9 microns. Là. C'est des gros pixels. Ça. Puis ça, c'est une caméra qui vaut 11 000 $. Full size. Full size. Ouais, super. Elle était 40. Je peux en avoir une. Ils n'ont pas des problèmes de bruit, des full size, Ben non, pas en tout cas la STL. Je pense qu'il n'y a personne qui a dit qu'il l'aimait pas. Là. il y a plus de bruit que Ben ça dépend du chip et d'électronique. C'est pour ça que le KF, le monde l'aime bien gros. Il est pas cher. Moi, là, ma caméra, je l'ai achetée il y a 3 ans. Puis avec les filtres, elle m'a coûté 2000 $. T'sais, là. Avant ça, la moins chère des caméras, c'était 5000. Ça faisait 2 ans que je checkais. Je peux pas mettre 5000. J'ai 3 jeunes enfants. Une femme qui check le budget. Fait que c'était difficile de passer sa carte de crédit qu'elle voyait pas, là, que j'ai juste à mon nom. Là, puis comment je vais payer la maudite carte de crédit là, sans qu'elle s'en rende compte. Fait que quand j'ai vu ça, 2000, avec les filtres, j'ai sauté dessus. C'est une caméra, j'avais jamais entendu parler QHY. Du chinois, je sais même pas d'où ça venait. C'était sur le site web seulement. De la Chine, direct. Le gars, il est même pas capable d'écrire en anglais. La moitié des mots sont tout croches. J'ai dit, bon. Ah ouais, là. Tabarnouche, ça a été un succès, cette caméra-là. Ils en ont vendu, parce qu'elle n'est pas bruitée, puis elle n'est pas chère. Fait que, anyway, on va passer ça. Fait qu'ici, ce que je vous dis, là, c'est que c'est du suréchantillonnage. Tout ça. Parce que moi, j'ai un télescope 120 mm, j'en ai un autre de 200, j'ai mon CP11 à 280 avec le réducteur de focale. Tout ça, finalement, là, c'est plus ou moins vrai, là, on en reparlera tantôt, là, du binning, là. C'est plus ou moins vrai, mais en bin 1, là, c'est le mieux, là, c'est ça. Si je veux avoir une belle photo de 8 mégapixels, là, c'est mon petit télescope qui est balancé. C'est lui que j'ai le plus de détails. Puis, ou que les détails sont balancés avec ce que je peux vraiment voir. Suréchantillonnage, ça veut dire qu'on accumule beaucoup de signal pour rien, parce qu'il ne veut rien dire. Il est dans le bruit. Il est dans le bruit de scintillement. Fait que, mettons qu'on monte ça à 9 microns, puis qu'on refait la même chose. Fait qu'ici, j'ai juste changé à 9 microns. Ce qu'on a, c'est que tabarnouche, j'ai juste mon 5 pouces encore à 900 mm. Puis ça, c'est à peu près les plus gros pixels que je peux acheter sur le marché. Fait que là, j'étais là, ouais, mon 2,8 mètres, là, il est loin. C'est bien beau. Puis je vous ai dit hier que je me battais avec toutes sortes de problèmes de suivi et tout ça, mais c'est pour rien, finalement. Pour rien, ça sert à rien. C'est là que je allé acheter ça. C'est pas une coïncidence. C'est quand j'ai compris ça que j'ai dit, là, on va voir, là, je vais avoir la foi. Je vais aller m'acheter ce qu'il faut. Ce qui veut dire que quelqu'un qui veut acheter une Takahashi 150 mm, Moi, avec, c'est correct, là, mais tu vois, le télescope qu'il pourrait acheter, là, tu sais, je veux dire, c'est une caméra à 9 microns. Ou une caméra à 5.4 ou à 4.5 en bin 2, on va regarder ça. Parce que là, les manufacturiers de caméras, ils se sont dit, waouh, ouais, ben c'est, tu sais, je veux dire, on a des gros capteurs, tout ça, puis ce qu'on leur dit, c'est qu'ils servent à rien. Fait que là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils permettent, vous avez certainement déjà entendu parler du binning. Binning, ce que ça fait, là, c'est qu'on prend
On fait un pixel, il y a plein de pixels, tu sais, il y a des milliers de pixels, puis là, il y en a un, lui, il mesure 5,4 microns. Mais bin 2, ça veut dire qu'on fait un petit carré de 2 par 2. Fait que c'est 4 pixels qu'on met ensemble. OK? Fait que c'est comme si on avait un gros pixel de 10,4 par 10,4. Fait que mon image, elle a plus 8 mégapixels, elle a 2. Parce qu'on on a mis 4 pour m'en faire un. Mais ce que ça fait, c'est que ça nous permet d'avoir une autre caméra juste par logiciel. On n'a pas besoin d'acheter un autre. Puis là, on a des plus gros pixels. Fait que ça nous permet d'aller chercher plus de focales. Aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on met les pixels comme ça, il est bien plus gros, il est beaucoup plus sensible. Ça veut dire qu'on est capable de faire la même image, c'est sûr qu'elle est plus petite, mais la même image en moins de temps. Parce qu'il y a plus de lumière qui tombe. Quelle étape c'est fait Ça, c'est fait ça, c'est fait avec Maxim. C'est quand on télécharge. C'est quand le traitement est fait. Ouais. On peut le faire après. C'est pas sur la caméra Tu même, peux les c'est prendre en même. bin 1, tous tes pixels, puis là, avant de les traiter, tu te dis, là, image, bin 2, flou, elle vient de diminuer. Puis ce qu'il a fait, c'est qu'un pixel, là, tu sais, la lumière, elle tombe dans des pixels qui sont des puits. Elle tombe dedans, les puits. Puis là, lui, 900, lui, 902. Puis... Fait que là, le signal que j'ai quand je lis, moi, à mon ordinateur, c'est 100. C'est ça que ça dit. Mais là, quand je fais du bin 2, ben, il prend les 4, puis il me dit 400. Fait que j'ai plus de signal. OK? Physiquement, il n'y a rien qui change. C'est rien de physique, ça. Non, c'est juste une somme. Puis on peut faire bin 2, bin 3. Fait que moi, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai tout mis ça sur un graphique. Moi, je pense qu'ils font tout à peu près ça, mais comme je dis, c'est strictement logiciel, ça ne change rien au vrai capteur. C'est juste qu'on prend les 4, puis au lieu d'en faire 4, on en fait un gros. Puis on additionne la valeur des 4 ensemble. C'est tout, là. C'est juste 1 plus 1 plus 1. Tu sais, je veux dire, c'est tout. C'est rien de plus compliqué que ça. Parce qu'on a 400 pour le même temps, vous comprenez? Ça veut dire que c'est comme si on avait exposé 4 fois plus longtemps. Mais l'image, il y a moins de pixels. Elle est plus petite, l'image. Mais là, vous avez le même champ pareil. Ça dépend. Est-ce qu'on perd quelque chose si j'avais une focale trop longue? Hein? Parce qu'on voit ici, là, en bin 2, là, c'est ce que je vais vous montrer. Là. C'est ça que je vous montre. OK? Là, moi, je les ai toutes faites. Là. Vous voyez, bin 1, bin 2, bin 3, les focales. Là, tu sais. C'est-à-dire, ça, c'est ma caméra en bin 1, bin 2, bin 3. Puis ça, c'est la ST1000 là, à 11000 avec les gros pixels, là, 1100, je veux dire. OK? Fait que là, j'ai mes focales ici, puis ça donne ça. Tu sais. Ça c'est l'échantillonnage. Le nombre de pixels, 2, 2.5, 1.5, ça c'est, vous vous souvenez, c'est l'échantillonnage, c'est le nombre d'arcs secondes par pixel qu'on peut voir. Nous, idéalement, là, ce qu'on veut faire, bon, OK, on veut être là-dedans. Là. Ça, c'est l'optimal, 1.5, 2, tu sais. Fait que là, on vient voir comment que je dois agencer mes affaires pour que ça soit optimisé au Québec. Ça marche pareil, hein, Mount Wilson, tout ce que ça veut dire, c'est qu'on veut être ici, tu sais. Mais le graphique, c'est le même. Comprenez? Fait que moi, ce que je vois ici, là, c'est que je regarde mon petit télescope blanc ici, vraiment, bin 1, là, écoute, c'est direct dedans. Hein? Puis là, après ça, quand j'ai une plus longue focale, ben là, moi, j'ai un 120, là, il est un petit peu bâtard parce qu'il est entre les deux. Il n'y en a pas assez ou il y en a trop. Vous voyez, en bin 1, il est ici, il est sur-échantillonne, il est à 1.2 arc seconde. Puis en bin 2, il est là, il est à 2.4. C'est normal, c'est 1.2, puis là, on fait x2, 2.4. Bin 2, c'est x2. Fait qu'il est comme trop ou pas assez. Il est juste entre les deux avec ma caméra. Là, vous voyez, là, ça ici, c'est en bin 3. Là, ça tombe bien pour j'ai un autre télescope qui a 1.6 mètres de focale. En bin 3, il est parfait, il est à 2. Mais là, ce que ça veut dire, c'est que quand j'ai un gros télescope, je suis obligé de biner, mais vu que le pixel est beaucoup plus gros, c'est plus sensible, donc j'ai plus de signal plus vite. Je peux faire des pauses plus courtes avec un plus gros télescope. C'est normal, je prends plus de lumière. Ça va plus vite, mais on voit moins. L'image est plus petite. L'image est beaucoup plus petite. Fait que ce que ça veut dire, c'est ça, avec le binning, vous pouvez quand même, avec la même caméra, avoir plusieurs télescopes pour différents objets dans le ciel qui ont différentes grandeurs. Mais c'est clair que c'est des compromis. Dans le fond, c'est pas nécessairement avantageux. Pardon? Dans le fond, c'est pas nécessairement avantageux d'avoir un appareil qui a beaucoup de pixels. Ben, c'est la grosseur des pixels qui est importante. C'est ça que je te dis. Il y a des petits chips là, qui ont un demi-centimètre ou un quart de centimètre, puis qui ont des pixels de 5.4 microns, mais tu vois presque pas du ciel. Il y a des chips qui sont très gros, ils sont gros de même. Puis ils ont beaucoup de pixels, ils ont 10, 11 mégapixels, mais ils sont bien balancés, c'est bon. Ça veut dire que tu as une plus grosse image. Oui. Et quand tu prends ton capteur, mettons 16 mégapixels, avec 16 mégapixels, avec un binning à
tombes à 2 pour 2, tu diminues à 4 mégapixels, Ouais. ça reste quand même l'équivalent d'une caméra de 4 mégapixels. Oui. Comprends-tu? La C'est une résolution est quand même 4 très bonne. mégapixels avec des gros pixels de 10 microns qui sont très sensibles. C'est ça. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Il faut juste comprendre dans quoi qu'on s'embarque. Comprenez que ici, là, je vois pas plus de détails que. Mettons que j'ai une photo à 2 mégapixels ici, là. Puis que celle-là, je la croppe. Je prends la même photo à 2 mégapixels, je coupe tout le reste, je garde juste ce qu'on voit dans le milieu. Ils vont être pareils. Ils vont se mettre une par-dessus l'autre. Je n'aurai pas plus de détails. Comme Denis dit, C'est comme si je zoomais, là. Ouais. Ton F ratio, ton facteur ratio F, Ouais. on va parler de l'antenne, on va faire du GPS, c'est à 2. Oui. C'est ça que je voulais pas parler, là. As-tu rapport quand tu regardes ça? Ça, non. Ben, ça a un rapport parce que ça donne une focale donnée. Oui, oui, Mais après ça, c'est la vitesse, c'est le temps d'exposition. Ça, c'est d'autres choses. De la lumière. Ça change Plus de rien, là. Parce que le temps d'exposition, ça change pas ce que vous allez voir comme détail. Il n'y aura pas plus de détails. Ça, je vous dis, ma photo, là, que j'ai pris en bin 1, là, de M31, mettons que je garde juste la partie du cœur, parce que je coupe les 6 autres mégapixels. J'en garde 2 au milieu. Si je bin 3, j'ai 2 mégapixels, je vais voir la même chose. On s'entend-tu? Je vais voir la même chose avec une focale 3 fois plus longue. Si je les regarde, ben, j'ai coupé tout ce qui dépassait de l'autre, qui n'est pas dans elle que j'ai fait le binning. Ils sont pareils, ils ont le même niveau de détail. C'est juste qu'en bin 3, c'est sûr que j'ai vu le signal plus vite. Parce qu'il y avait 9 pixels pour accumuler. Pour arriver à 100, là, tantôt, là, ça va 9 fois plus vite. On s'entend dessus? Mais il n'y a pas plus de détails. À cause du seeing qui fait tout vibrer. En 3 minutes, là, pour la faire en 1 minute. Ouais, c'est ça. Celle-là, elle va être 5 minutes, puis celle-là va être 1 minute divisée par 9, là, whatever, là, 45 secondes, mettons. Puis tu vas avoir le même niveau de signal. La même qualité. Ouais. Oui. Par le truchement, un réducteur de focale, tu vas aller utiliser une autre longueur. Ben, tu changes de focale, ça fait que tu peux Tu venir. n'auras pas plus de détails. Non. Tu vas être dans ton 2. Non, c'est le 2, on voit pas plus que 2 dans le fond de la piscine. Non, on peut pas le voir, le journal, dans le fond, peu importe comment qu'on regarde, il bouge trop. Ça, je te dis. Tu sais qu'il y a quelque chose, c'est une tache noire. Mais c'est-tu. Aucune idée. Mais ça a une incidence sur le temps de pause avoir Oui. un réducteur. Oui, oui. C'est le temps de pause. Ça, c'est le F ratio là, que je voulais vous parler tantôt. Plus le ratio il est petit, plus le temps de pause nécessaire pour avoir le même signal, il est court. Mais moi, là, je veux dire, avec un équipement comme ça, là, je fais des pauses de 20 minutes, OK? Ça veut dire que le problème, c'est que si je veux plus de signal, je fais juste allonger ma pause. Puis ça suit, tu sais. J'ai pas besoin de m'acheter un télescope de 6000$. J'ai juste besoin d'allonger mes pauses. Tu fais du processing avec les logiciels. Ben, c'est le même processing. C'est le même. Ben oui. En même temps, dans le fond, c'est que si tu veux collectionner le plus d'objets possible dans une soirée, ben, c'est l'avantage d'une grosse. Tout à fait. Les gros télescopes avec les focales très rapides qui coûtent des prix astronomiques. Ouais, mais si tu veux, c'est parce que notre ami, là, c'est quoi, il y a un ASA, là, 200 mm f4, là, écoute, c'est écœurant, là. Il prend le même signal que moi en 1 minute, ce que je fais en 10 minutes. Ben, l'Hyperstar aussi, mais c'est 560 mm ou 400 mm de focale. C'est correct, c'est super bon. Mais dans le fond, c'est correct. C'est vrai que tu peux le prendre en 30 secondes. Moi, ça va me prendre 5 minutes. Mais si je suis capable de bien contrôler mon équipement, je le fais en 5 minutes, je vais avoir la même qualité de photo que toi. C'est juste que, c'est sûr qu'en 5 minutes, il peut se passer plus de choses. Il y a des nuages, toutes sortes d'affaires. Et vous comprenez que ça ne change pas le détail que vous voyez, là. On n'en voit pas plus. Mais ça peut aussi pallier au Problème de suivi, puis tout ça. Ouais, c'est ça, c'est que si on réduit le temps de pause, la monture, on n'a pas toutes les Paramount, là. Fait que ça peut quand même pallier à certaines limitations. Ouais. Mais je fais 20 minutes avec ça, avec un autoguideur. Là. Ça coûte 900. Quand tu l'as sauvé en JPEG, tu verras plus de différence. Quand tu vas l'avoir sauvé en JPEG, tu verras plus de différence. Mais si tu ouvres la fit, là, pas compressé, puis tu compares le zoom, un gros zoom, puis peut-être. Mais ça va être marginal. Hein. Ça va être marginal. Marginal. Le jour et la nuit, c'est comme Non, si- non, pas en tout. Je les remets. Pas en tout. Ça veut dire que même à 3 arcs secondes, tu peux avoir des très bons résultats. Ben oui, c'est sûr. C'est juste que c'est pas optimal. Mais écoute, il y a plein de gens qui prennent tu sais, toute la grande ours, là, tu sais, ils sont à 10 arcs secondes par pixel parce qu'ils ont mis une lentille de caméra. Écoute, les photos, ça fait des photos claires. On dirait que ça, le ratio bruit ou whatever, il est meilleur quand tu
quand tu oversample ou undersample, mais c'est sûr que ce qu'on dit, c'est que tu aurais pu aller chercher plus de détails. Tu aurais pu. Est-ce que c'est ça que tu voulais faire? Quand je prends la grande douce, c'est pas le détail que je vais chercher, je veux voir la grande douce. La grande douce, ça me prend une lentille de 20 mm à peu près. C'est grand même. Fait que le détail, non, je veux voir les belles étoiles avec des belles couleurs, tout ça, ça fait un job. OK? C'est plus le problème se pose quand on va aller chercher du détail fin dans des galaxies très éloignées. Parce qu'on pense qu'en grossissant beaucoup plus, on va en avoir vraiment beaucoup plus. On a un débat avec Denis. C'est contre-intuitif. Hein? On a l'impression que si on grossit plus, on va en avoir plus. La physique, c'est la physique. C'est pas tout le temps intuitif. OK? Fait que, on va faire... OK, là, je vais vous parler des matrices Bayers, un petit peu comment ça marche, parce que, Denis, j'ai rajouté des sections comme ça parce que beaucoup de monde utilise des one-shot color, là, des DSLR ou des caméras couleurs sans filtre. Hein? Pas des filtres rouge, vert, bleu, ni monochrome, non, vous utilisez des one-shot color. Il faut comprendre qu'est-ce que ça vient changer. Ça a une incidence. Une matrice de Bayer, c'est juste le nom du gars qui l'a inventé, est une matrice à filtre de couleur placée devant le capteur. Fait que votre capteur qui a 8 millions de pixels de 5.4 microns, là, quand ils l'ont fabriqué, ils sont venus mettre des petites lentilles de couleur par-dessus chaque pixel. Des couleurs différentes. Ils sont quand même bons, hein? Un par un, dans une matrice particulière. Il est comme ça. Fait que ça, c'est votre capteur monochrome. Il n'y a rien sur le monochrome, il n'y a pas de filtre. OK, le filtre, on le met en avant, on l'achète. C'est des filtres qu'on met dans une roue à filtre. La matrice de Bayer, ils vous l'ont collé dessus quand ils ont fabriqué le chip. Puis ça ressemble à ça. Fait que ce que vous voyez, on va prendre, c'est des groupes de 4. C'est ça qui est intéressant, c'est cette cellule-là qui est intéressante. Parce que ça se répète. C'est 2 verts en diagonale, puis un rouge et un bleu en diagonale. OK? C'est ça qui est important de savoir. Puis la raison, c'est parce que notre œil est beaucoup plus sensible au vert. Parce que notre œil a été développé sur la Terre, parce qu'il y a du vert, puis les feuilles, puis tout ça. Fait que notre œil est 2 fois plus sensible au vert. Ça fait que quand ils font ça, quand ils prennent des caméras, c'est qu'elle est comme naturellement balancée pour notre œil, la photo. Elle a 2 fois plus de vert dedans, puis nous, on aime bien le vert. C'est juste pour ça qu'ils ont fait ça, c'est pour donner le ratio de l'œil. OK? Fait que ce que ça veut dire, c'est que la lumière de toutes les couleurs arrive sur le pixel, puis quand il y a le pixel rouge, la petite rouge ici, il y a juste le rouge qui passe, le reste est bloqué. Complètement. OK? Même chose pour le vert, même chose pour le bleu, ça fait que ça donne un pattern de même. Fait qu'ici, là, dans ce pixel-là, vous n'avez rien du rouge. Zéro. Ici, dans ce pixel-là, tout ce que vous avez, c'est du bleu. OK? Puis lui, il mesure le bleu. Vous comprenez ça, là? C'est clair? Mais ça a des impacts, ça. Évidemment. Fait que votre caméra, là, en RAW, là, c'est ça qu'elle prend. Ça, c'est vraiment ce que le capteur a enregistré dans la mémoire de votre caméra. C'est ça. Fait qu'il y a des pixels plus ou moins rouges, il y a des pixels plus ou moins bleus, mais puis il y a des pixels plus ou moins verts. Mais il y a 0 de vert dans le pixel rouge, vous comprenez? Mais votre caméra, ils vous disent pas, c'est pas ça qui vous imprime là, dans Photoshop. C'est pas ça là, quand vous allez chez Kodak, là, puis c'est pas ça qui vous imprime. Ils vous impriment ça. Ben, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils viennent, puis ils disent, OK, ça c'est un pixel vert. Puis à côté, il y a un autre pixel vert, puis dans le milieu, il y a un rouge. Fait qu'on va étirer le vert par-dessus le rouge, on va faire entre les deux, on va faire la moyenne. Puis on va étirer le bleu qui est en haut, on va faire la moyenne. Puis le pixel rouge, on va lui donner une valeur moyenne du vert et du bleu de ses voisins. Fait qu'on va faire un pixel RGB. Je sais pas si c'est clair. Il étire ça, là, il étire ça sur tout à côté, puis finalement, on a une couleur, là, juste étiré un peu. Ça veut dire que quand on regarde l'histogramme à ce moment-là, si l'histogramme n'est pas bon, ça veut dire qu'on... Non, l'histogramme va être bon, mais il va être faussé avec le filtre rouge, vert, bleu. Fait que si tu as un objet qui a juste du rouge, ben ton histogramme, il va être bizarroïde parce qu'il va avoir plein de pixels noirs. Si c'est une lumière rouge pure, puis tu prends une photo, il y a juste un pixel sur 4 qui va avoir enregistré, les deux autres vont avoir 0 comme valeur lui. OK? Fait que quand il va l'étirer, sur les autres, ça va être foncé un peu, tu comprends? Parce que ça va être 0 en vert et 0 en bleu, puis une valeur moyenne en rouge. Fait que ça, toute ton image va être rouge, ça va donner rouge. Ben oui, c'est ce que j'ai pris en photo, il y avait un filtre rouge. C'est pas tout à fait ça. OK? Ça ressemble étrangement à du bin 2, mais couleur. C'est ça que je suis en train de vous dire. Résolution et échantillonnage, on en a reparlé. Pour fin de calcul, la dimension réelle des pixels d'une DSLR est 2 fois la dimension du pixel de la matrice.
Pourquoi? Parce que ça, c'est un pixel. Un vrai pixel. Il vous en donne 4 ici, là, quand il vous le donne, là, mais c'est toute la même valeur. Ben, c'est un petit peu tiré parce que lui, il prend lui, puis lui prend lui, puis lui. Vous comprenez, là, c'est tout. Ben, c'est pas des vraies valeurs. Il n'a pas lu une valeur de vert ici, là, tu sais. Une valeur de vert dans le rouge. Il l'a inventé. Fait que la focale doit donc être 2 fois plus longue pour obtenir le même échantillonnage. C'est ça que ça veut dire. Parce que c'est des gros pixels, ils sont comme bin 2 par défaut. La sensibilité, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous me voyez venir encore, là, 2 pixels verts pour 4 pixels. Donc, un DSLR est 2 fois moins sensible au vert, et le temps d'acquisition doit être 2 fois plus long dans le vert pour capturer le même signal qu'avec un modèle monochrome. Puis là, ben, ça se complique avec le rouge et le bleu. C'est 4 fois moins sensible, puis 4 fois plus long pour le même signal que le monochrome. Il y a 2 pixels verts, Ouais. puis la caméra est 2 fois moins sensible dans le vert. Oui, parce que moi, sur ma monochrome, là, j'ai les 4 qui sont verts. Ben, je mets un fil de bord en avant. Sauf que vous allez dire, ben là, ça n'a pas d'allure, ça prend bien trop de temps avec une DSLR. Ben, avec des fils, il faut que je fasse un RGB. Il faut que j'en fasse 3. Ben non, pas obligé. Ça, c'est une technique de traitement. Ce qui arrive en réalité, c'est que le rouge, il a juste pris ça, puis tout ça, ça a été perdu finalement. C'est pour ça que je vous dis qu'elle n'est pas bien sensible. Puis en plus, on perd du détail, parce qu'il aurait pu avoir un détail ici, puis on l'a plus. On l'a comme perdu. Fait que pour que le détail qui est là, ici, se retrouve dans le pixel, il faut grandir 2 fois plus. Le détail, il vient de s'étirer sur 4 pixels, vous comprenez? Pour que le rouge le capture. Donc, en réalité, si on veut choisir un équipement qui est balancé, télescope versus DSLR, Ouais. il ne faut pas partir avec l'idée que le manufacturier dit un pixel de 4. C'est ça, il faut comprendre comment ça marche un peu. C'est ce que je vous dis, là. On n'est pas obligé de tout savoir pourquoi, tout ça, mais il faut les règles de pouce. Là, il faut qu'on comprenne un petit peu la base. Parce que sans ça, on ne se souvient plus pourquoi on fait ce choix-là. Ce que les gens font, c'est surtout une question de prix. Mhm. On achète un DSLR, ça Écoute. coûte 500$ versus un CCD qui peut coûter 1000$, Ouais. 2000$. Mais vous allez voir aussi que dans le traitement, là, c'est bien plus simple. Là. Je n'ai pas 8 sortes de fichiers de couleurs puis tout combiner ça. La DSLR, c'est je stack une fois, c'est fini, j'ai une image couleur. Bien plus facile. OSC. Fait qu'il y a des avantages. OSC, c'est One Shot Color. OK. Parce qu'il y a des comme ça qui se vendent, mais il y a aussi des caméras CCD couleur. La ST, là, 8300, il y a la M puis la C, la monochrome puis la couleur. Ben, ils sont tous ça. Puis c'est vrai que c'est bien plus facile. Okay? Puis si on fait du Hyperstar, ça prend un one-shot color parce qu'on n'a pas une grosse roue à fil qui bloque tout là. Tu sais, je veux dire, puis avec les one-shot color, on est capable d'utiliser les lentilles de caméra, mais parce que quand on vient mettre une roue à filtre, on ne peut plus mettre les lentilles de caméra, elles sont trop loin. En tout cas, c'est tout ça que. Tu sais? C'est tout. C'est un ensemble de compromis. Hein? C'est tout ça dans la Mais vie. pour commencer, c'est plus facile. C'est plus Ça facile. nous empêche de nous décourager. C'est plus facile. Puis, à un moment donné, quand vous êtes, ben là, je comprends très bien la base. Moi, c'est. Je sais que j'ai moins de résolution. Mais vous savez pourquoi vous l'achetez au moins. On passe à une société plus tard. Oui. Il faut que tu te dises, par exemple, quand tu achètes tu peux le faire, tu es obligé de faire ta couleur. Tu vois, Tout à fait. une très belle nuance de Oui. C'est une autre solution, dire je veux pas les couleurs tout de suite, je vais pas acheter de fil, je vais juste prendre ça en monochrome, puis quand je vais être correct, moi m'acheter ma roue à fil. Et au moins j'ai mon 2500$ de caméra, je l'ai. Un bonne. Ça aussi. Mais ça c'est parce que tu le sais. Si tu le sais pas, tu achètes ce que le vendeur te pousse, puis t'es content, puis 6 mois après tu dis fuck, je me suis fait avoir. Je vais acheter la One Shot Color à 2500$ CCD, c'est pas ça que j'aurais dû acheter. Je suis dans la merde, là, je veux faire du H-alpha. Puis tout ça, là, ça bloque les maudits H-alpha. Il n'y a qu'un petit pixel qui marche avec un filtre H-alpha. Un petit pixel T'as sur pas de 4. sensibilité. J'ai tué ma caméra. Si c'est le H-alpha qui t'intéresse, achète du monochrome. Monochrome avec un pit H-alpha, c'est ça? C'est bien dans 2 parties, par exemple, sur qui à peu près le même coup. Ben, c'est parce qu'ici, là, il capture rien, là. T'as pas de beau signal. C'est ça que j'essaie de t'expliquer, là. Tes fils, ils bloquent. Mais en binal, tu vas chercher 4 fois ton capteur rouge. Ouais. Mais t'as le vrai signal de 1. Tu comprends? C'est Je sais, Faut que tu c'est fasses pas 4 une fois vraie plus de caméra. temps d'exposition à H-alpha pour avoir la même chose qu'une monochrome. Ça, c'est vrai. Parce que les autres, ils ne voyaient rien, pas tout. Fait que même si tu le bines, là, lui, il a collecté 100 dans une monochrome, 100, 100, 100. OK? Fait que j'ai 100, mais à 8 mégapixels. Mais l'autre, j'ai 100 à 2 mégapixels.
J'ai juste 100. Quand je fais 100 plus 0 plus 0 plus 0, ça donne 100. J'ai pas 400. J'ai pas l'avantage du binning de sensibilité. Non. Non, Pas ceux-là, avec ils ont le 0. player. Ils ont tous 0. Fait que quand je le bin, là, quand il fait ça, ça me donne 100. Comme en bidding, si tu fais 2 par 2, tu prends 4 fois ton rouge, vert, bleu. Ton rouge, vert, Ouais. vert, bleu, tu prends 4 fois. Non, oui, tu fais ça. C'est sûr que tu peux biner ça aussi, là. Mais là, c'est difficile à comprendre qu'est-ce que ça représente quand on bine. C'est avantageux d'avoir le monochrome, d'accord? Ben, ça dépend ce qu'on veut faire. Ça dépend ce qu'on veut faire. S'il veut être facile, pas te casser la tête, matrice d'ailleurs. Ouais, ça marche bien. Là, moi, j'essaye de prendre les maudites planètes, là, avec une monochrome, on va te dire. Je pense que je vais m'en acheter une couleur parce que je suis tanné. Ça existe, une caméra. Tu peux juste flipper, puis le capteur sans CCD change. Non. L'autre bord. Non, ça s'appelle une roue à filtre. Non, mais il faudrait l'inventer. Tu sais, tu flippes. Le soir, t'as envie de faire du monochrome, tu flippes. Ça aurait été inventé. Ben, moi, là, je savais de m'en acheter une couleur One Shot Color là, pour toutes sortes de raisons, parce que je veux utiliser mes lentilles, puis je suis pas capable de caméra pour faire des constellations complètes ou des grands morceaux de ciel. Puis là, j'arrive pas, puis je veux faire toutes sortes de choses que j'arrive pas parce que j'ai pas avec la roue à fil, ça marche pas. C'est pas vraiment ça l'intention, là, tu sais, je vais pas pour la résolution maximum, tout ça, je veux faire l'image. Ouais. Ben là, moi, j'ai acheté une QPHY 8L. OK? Usagé, 800 $. Écoute. Refroidi, CCD, tout le kit, 800 $. C'est dur à battre, là. Je me souviens plus c'est lequel qui vaut. Ça va dessus pour la compréhension de Ok. la matrice Bayer? OK, on va finir cette partie-là, là. Puis dans à peu près une demi-heure, on va commencer à utiliser Maxime, là. Il fallait comprendre ça, c'était important. Ouais. C'était important de comprendre ça. De toute façon, vous allez voir, vous allez comprendre à le manipuler. Bon, en résumé, le plus gros télescope n'est pas nécessairement le meilleur pour l'imagerie. Pour les yeux, oui, on veut le plus gros possible parce que notre œil n'est pas très sensible, on a besoin de toute la lumière qu'on peut pour voir quelque chose. Si je pouvais avoir 30 mètres à l'oculaire, là, ça serait super. Le choix du télescope, la focale, c'est ce que j'essaie de vous dire, dépend de la dimension angulaire de l'objet dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire exactement ça. Là, ça, la tête de cheval, vous savez ça, c'est à 560 mm, vous voyez, avec ma QHY9. Puis ça, c'est à 1,6 m avec mon Ritchie Chrétien. Écoute, si je veux avoir l'objet au complet, là, j'ai beau avoir, si j'ai une focale de 2 mètres, oublie ça, je l'aurai jamais. Je peux pas rien faire. C'est fixe, c'est ce que je vois dans le ciel, la grosseur. Tu peux pas faire du stitching. Ben, Oui. stitcher 16 Moi, là. j'arrive, Ouais, Bon, Non, ça, c'est ok, ça veut dire non. Ça veut dire c'est non. parce que Ouais, ça, c'est plus là, ouvrable. il a fallu que j'attende 3 mois avant que le ciel soit clair. Ça, c'est un soir. Par le temps que je sois capable de le reprendre, on va avoir changé de saison. C'est l'année prochaine. En théorie, c'est une super bonne idée. Un soir, OK? Parce que, tu sais pas, ça va peut-être être 2 mois avant que tu aies un autre soir. Si on était encore dans l'Atacama, je te dirais super. Fais ça 2 semaines en ligne, tu as 14 images, tu as un panorama écœurant, résolution écœurante. Mais au Québec, c'est 14 images, là, c'est plus qu'un an. C'est pas ce que je prends une année, là, 14 images. Dans une bonne année. D'où c'est important de les traiter longtemps, parce qu'on n'en a pas souvent. OK, en tout cas, vous comprenez le principe, là? Comment c'est important de choisir le télescope pour la dimension des objets? Ce qui est intéressant aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, j'ai pas plus de résolution que là. J'ai pas plus de détails. Ça veut dire que celle-là, là, si je l'agrandis jusqu'à temps qu'elle soit la même grandeur que ça, je vais voir les mêmes choses, les mêmes pixels. Fait que vous êtes quasiment mieux d'avoir le plus petit kit, puis de cropper si vous voulez un objet en particulier, puis de l'agrandir, parce que ça a quand même 2 mégapixels. Là. Ça remplit le fond d'écran, on s'entend dessus. Quand on met ça en screensaver, là. 2 mégapixels, là, votre écran est plein. HD, là, c'est 1920 par je sais trop quoi, mais ça donne à peu près ça, 2 mégapixels. OK. Ouais. OK? En résumé, vous devriez ajuster votre caméra, la dimension des pixels avec votre focale pour obtenir un agencement optimal. Ce n'est pas nécessaire, vous pouvez pas prendre n'importe quoi. Mais c'est parce que si vous l'achetez, vous êtes tous mieux de l'acheter ensemble, parce que ça va mieux marcher ensemble. Tu sais, vous allez optimiser le prix que vous payez pour les performances que vous voulez.
Si vous en avez déjà un télescope, c'est pas grave, il faut juste comprendre les limitations, puis quand on les traite, puis qu'on fait, on comprend qu'est-ce qui se passe. T'sais, on a une idée de pourquoi ça se passe. Ça, c'est le kit que je vous recommande, qui est ici. J'ai pas la caméra, là, parce qu'il a fallu que je l'ouvre. C'est un problème. Le kit du débutant idéal. Une monture équatoriale. Capacité, idéalement, je vous dirais 40 livres. Ça coûte un petit peu plus cher, comme 200-300 pièces de plus qu'une 25 livres. Ça, c'est 25 livres. Mais c'est parce que vous allez avoir plus de flexibilité si vous voulez changer de télescope. Moi, malgré que ma HEQ5, là, j'ai pris même mon Richer Chrétien 8 pouces, là, ça va là-dessus. Mais il faut faire attention, là, parce que j'utilise un guideur ici qui pèse 1 livre, une caméra qui pèse 2 livres et demi. Je veux dire, je suis light, je suis très léger. Si vous avez la STL 11 là, que je vous ai montré tantôt, qui pèse à peu près 11 livres, là, vous avez un problème. OK? Ça fait qu'il faut être conscient du poids maximum. Si on achète une monture qui prend du 40 livres, tous les kits qui font de la photo, là, il n'y aura pas de problème. Okay? Vous allez pouvoir la garder 25 ans. Ça, je veux dire. À un moment donné, vous allez peut-être vouloir en acheter une autre si vous avez une 25 livres. 200 pièces de différence à peu près, là, tu sais. Fait que là, tu as dépensé 1200. Là, tu dis maudit, il faut que je dépense 1400. Parce que tu peux pas juste mettre 200 de plus pour l'avoir. Tu revends ta monture. Tu l'as acheté. Fait que je te dis, mets donc 1400 tout de suite, puis on n'en parle plus pour les 25 prochaines années. OK, capacité de 25 livres ici, je vous dis, tu vois, c'est 1500, c'est 1200. C'est différents prix. Ça, c'est une EQ6. Moi, j'ai les deux. J'ai une HEQ5 quand je m'en vais en voyage. Chez nous, que je bouge jamais, j'ai la EQ6. Après ça, le télescope, 80 à 102 mm, parce que le prix, là, ça, là, c'est exponentiel. Okay? Un 80 mm, comme ça, c'était le View, Orion, là, le Carbon Fiber, ou tout ça, Meade en a, ils valent tout à peu près à 5,99. C'est ça qui vend ça. Okay? Puis si on s'en va dans le 115, ou le Stellar View, ou tout ça, ben, on est rendu à 3000. Si on s'en va dans des 120 à peau qui ont de l'allure, puis des 150 de Takahashi, 5, 10, 15 000. Et je vous l'ai dit, la focale est trop longue. Tu sais, ça fait que, cassez-vous pas la tête, achetez une petite monture à 5,99, un petit télescope à 5,99, parce que vous allez avoir des années de plaisir avant de vous dire, finalement, c'est telle focale que j'aimerais avoir maintenant, puis vous savez pourquoi. OK? Fait qu'Astrotech en vend un, Orion 80, SV 80, Meade, la série 5000, 80, tout 5,99. Okay? Après ça, la caméra, ben, une DSLR, si vous en avez déjà une Nikon, une Canon, quelque chose de même. Moi, je vous dis, j'ai acheté une QHY8 à 1300 C9, puis 850 usagers. Ça, vraiment, là, c'est de la Cadillac de caméra, là. C'est une CCD refroidie, là. Vous êtes en voiture. Autoguideur, 400-500$. Moi, j'ai une compagnie qui s'appelle KW Telescope en Ontario, à Kitchener, qui vend le petit kit qui est ici. Là, je l'ai acheté. C'est lui qui a commencé. Il a vendu ça 1 an et demi avant qu'Orion fasse la même chose. Là, son Awesome Autoguider, qui vient avec une petite lunette, puis la braquette, puis tout ça. Ils le vendent plus cher, Orion, encore. Kitchener, là, KW Telescope, il vend ça 379$, avec une caméra vidéo ici, puis le kit. Tout ça, ça vient comme ça, là, avec le câble, pour 400$. Livré chez vous. Ça marche très très bien. Moi aussi. Ouais. Moi j'ai lui de. C'est les mêmes specs là. Il a juste 100$ de moins. Puis ça marche très très bien. Même à 1,6 m, là, j'ai pas de problème de suivi. Hein. Même avec sa monture là. Avec ce petit kit là. Je le montre ici, vous voyez, j'ai vissé une affaire. Là. Puis les accessoires, on va en parler tout le temps pourquoi ça prend les accessoires. Ça fait partie du reste de ma présentation. Mais ça va vous prendre des bandes chauffantes. Peut-être 100$. Un petit hub USB alimenté, n'importe quoi, là, qui va au bureau en gros, là, 15,99, ou whatever. Là. Un petit hub USB à 3-4 ports, mais il faut qu'il soit alimenté. Parce que c'est le USB qui alimente ça. Fait qu'il faut qu'il soit alimenté. On ne peut pas le prendre de l'ordinateur, là, ça ne marche pas. Il faut avoir un petit power supply dans le hub. Non tout d'ailleurs. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le connecter là, si vous mettez votre scanner, mais si vous mettez 12 affaires après, là, même votre laptop, vous 10 minutes, là, branchez-le, parce que ça ne marche plus. Okay. Puis la flat box, ça, je vais vous en parler aussi. Là. Ça, c'est pour faire les PLU, les flats. Ici, là, je l'ai, là, c'est pour mon télescope ici. Là. Ça, c'est fait maison avec du foam board, je vais en parler tantôt. Là. Allez, tu vas répondre. Ça vient se mettre en avant, puis ça me permet de mettre mes flats, faire mes flats de façon très fiable, puis des très bons flats. J'ai fait ça avec du foam board, puis du duct tape, tape masking tape. Là. Ça m'a pris à peu près 2 heures, puis ça a coûté 10$.
du foam board qui vend à bureau en gros, là, vous voyez. Oh, c'est ma lumière, c'est décollé, là, mais... Les anciennes pancartes électorales. Ouais, vous voyez, là, c'est juste une lumière que j'ai achetée au Canadian Tire pour quelques dollars, là, un LED blanc, là, puis c'est juste du papier puis du café. Fait que j'en ai fait pour tous mes télescopes, ça. C'est dans la capture parce qu'on fait ça le soir qu'on fait l'image. Fait que budget, 9, 3500, 5000, la différence c'est le télescope que vous allez vouloir. 80, ça coûte pas cher, mais déjà 102, 115, 120, ça coûte beaucoup plus cher. C'est vraiment exponentiel. Puis usagé, là, si vous avez le temps, puis tout ça, on peut s'en tirer un kit complet pour 2500. C'était même pas le prix, la moitié du prix d'une caméra il y a 3 ans. C'est pas pire, hein? Fait que ça, c'est ce que je vous recommande. Parce que c'est facile. Puis vous allez me dire, ouais, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait avec ça. Fait que là, c'est ça, là, ce que je vais vous montrer. Ça, c'est des photos que j'ai prises, là, de ma cour à Vaudreuil, exactement avec ça. Fait que l'autoguider, ma caméra, c'est juste une monochrome, là, mais la One Shot Color, au niveau que vous allez le voir à l'écran, là, ça ne change rien. OK, il ne faut pas oublier, il faut regarder les pixels pour voir la différence, comme tu disais. Là, tu sais, quand tu fais ça sur une télé qui a 2 mégapixels ou un écran ou une photo 4:6, ça ne change rien, ça ne vaut plus rien. C'est pareil. Fait que ça, c'est Orion. Pas Orion, les Pléiades. OK, ça fait que ça, j'ai pris ça avec ce kit-là. C'est des expositions de 2 minutes. Peut-être une quinzaine, une vingtaine, je sais pas, 16, 20. Là, c'est ça, là, j'évolue. Avant ça, je faisais ça vite, 2-3 heures, mais maintenant, là, je peux faire 6 heures, là, je vois que ça fait une différence. On en parlera tantôt. C'est pour ça que prendre plusieurs objets le soir, là. Ça, c'est avec une monochrome, c'est des fils de couleur. Ça, c'est RGB. Il n'y a pas de L, là, j'ai RGB seulement. Parce que c'est trop brillant, ça, en L. Parce que l'RGB, je prends juste un tiers de toute la lumière, hein. Je prends le tiers rouge, le tiers vert, le tiers bleu. Fait que les étoiles sont moins brillantes. En L, je prends toutes les 3. Fait que dans les objets très très brillants comme les Pléiades, c'est extrêmement brillant. On les voit à l'œil. Pour une caméra, là, c'est malade, là, c'est bien trop brillant. Là. Si j'avais pris du L, tout ça, ça serait brûlé. Il y aurait un gros cercle blanc ici, comme ça autour. Est-ce qu'il y a l'anti-blooming dessus? Oui, la 8300G, il y a de l'anti-blooming. Parce que même ça, là, c'est brûlé, ça ici. Là. S'il n'y avait pas d'anti-blooming, il y aurait des longues lignes blanches ici. Là. Mais comme la ST10 Extreme, il n'y a pas d'anti-blooming. Ben, ça, c'est parce que c'est des caméras qui disent plus scientifique, parce qu'on veut la vraie valeur des pixels. Le blooming, ce qu'il fait, c'est que quand c'est trop haut, il commence à changer la valeur, il en rejette. T'sais. Fait que quand on vient pour mesurer, faire de la photométrie, c'est plus les bonnes valeurs. Fait que, mais c'est des caméras pour faire de la photo, pas de la science. La science. OK? Ça, encore là. Hein? Ça, c'est pour faire de la photo. Ça, c'est pour faire de la photo. Avec du blooming, l'anti-blooming, c'est qu'on peut se casser la tête, même si on a des objets très brillants à côté des objets pas trop brillants. Pas besoin de calculer le temps d'exposition, parce que ça se calcule aussi, là, combien de photons, puis le temps. Pas la tête, là, je fais des 2 minutes. Ce que tu es en train de me dire, c'est que la ST10, ça serait une bonne caméra pour faire de la photométrie. Oui. Parce qu'elle n'a pas d'anti-blooming. C'est ça. Elle a des vraies valeurs. Fait que ça, c'est la nébuleuse du Pélican, juste à côté de la nébuleuse d'Amérique du Nord. Fait que ça, c'est en H-alpha. H-alpha RGB. Fait que j'ai pris le H-alpha pour faire ça. Là. Fait que ça, c'est encore avec ce kit-là. Là. Orion, évidemment, toute la région d'Orion. Parce qu'à cette focale-là, on a toute la région. Ça, c'est une RGB. Là. Évidemment, brûlée. Vous reconnaissez celle-là? Le bois? Ouais, le dentelle du cygne, je pense que c'est la West, celle-là. Oui, la CCD, ça. Oui, c'est toute la CCD avec ce kit-là. Là. C'est ça qu'on voit à 560 mm de focale. C'est ça que je veux vous montrer. Il y a plein d'objets. Il y en a plein, j'en ai 100 photos de même. Fait que vous pouvez vous amuser à 10 par année. Là. Non, mais c'est ça que j'essaie de vous dire. Là. Vous allez vous amuser longtemps. Là. Vous n'êtes pas obligé de dépenser 20 000 en partant. Là. La nébuleuse de la Californie, celle-là, je l'ai pris à moins 37. Hein? Il y a 2-3 ans. Là. 14 janvier, il faisait moins 37. Faisait du bruit. J'étais comme tabarnouche. Parce que moi, là, de la manière que je fais ça, je mets ça sur ma galerie, puis là, je déroule mon fil USB. Puis là, je la passe dans la porte-patio, je sors la porte-patio au fil USB, je déroule, je mets une extension, je déroule, je m'en vais jusqu'au salon, je mets le laptop sur mes jambes, j'écoute la game de hockey. Moi, c'est comme ça que je prends avec photo. Je ne vais pas dehors, là, pour oublier ça.
quand mes doigts, là, ils collent puis ça brûle, là, sur la chose, là, ça, c'est trop flat, ça. Déjà, là. Fait que, par moins 37. Fait que, vous la voyez, là. Hein, ça ressemble pas mal à ce que je vous montrais tantôt, ce qu'on voit, hein. Les poutres complètes est coupée un peu. Parce qu'à 560 mm, elle rentre pas. Je l'ai même mis en diagonale pour essayer de gagner un petit peu. Ben, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Fait que, ça, c'est ça. Ça, c'est fait de Vaudreuil. 2 heures totales d'exposition. Ça a pris 2 heures en LRGB. Fait que, je pense que j'ai une douzaine d'images de 2 minutes en RGB puis en LRGB. C'est pratiquement l'équivalent de ce qui se faisait des années 50-60. Bon, je pense que c'est mieux, ça, parce qu'en plus, j'ai ajouté du H-alpha dedans par la suite. J'ai mis une couche juste d'H-alpha pour tous les points rouges que vous voyez, là. Ça, c'est être maniaque, parce que c'est bien plus long que tout le reste à prendre d'exposition, puis ça donne juste les petits points rouges qui sont là. Il n'y a rien d'autre sur l'image, c'est noir. T'as pas parlé de H-alpha, ça veut dire quoi? C'est hydrogène alpha, c'est l'émission d'hydrogène. Une longueur d'onde de l'hydrogène? Oui. Ben, Parce que 99% de l'univers est fait d'hydrogène, puis les nébuleuses, c'est qu'est-ce qui est intéressant de voir, c'est l'hydrogène ionisé qui les met dans le rouge. Et les caméras DSLR non défiltrées ne voient pas ça, parce que c'est bloqué. OK. Bon. C'est une des raisons pour acheter un monochrome. Moi, j'avais une Canon, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis j'ai pris la nébuleuse d'Amérique du Nord qui se supposée être hyper brillante. J'ai fait des pauses de 2 minutes avec ma Canon. On voit rien. Rien que des étoiles. Il n'y a rien, il n'y a même pas un filament, il n'y a rien, il n'y a rien. Là, j'étais en maudit. J'ai dit, ça se peut pas, je vais prendre des pauses plus longues. Rien. Il y a un beau ciel noir avec des étoiles, comme si j'avais pris un amour vert quelconque. Que là, je me suis dit, ouais, ça va me prendre une caméra monochrome. C'est pour ça que j'ai changé. S'il y avait les One Shot Color, le CCD, il n'y avait pas ça dans le temps. Là. Probablement que c'est ça que j'aurais acheté, parce que je ne voulais pas m'embarquer avec les filtres. Maintenant, je suis content, c'est Gilbert qui m'a convaincu Saint-Onge. Il disait, lui, c'est scientifique. Là. Il disait que je perdais mon temps, c'est de la merde avec la matrice de Bayer. Tout ça, lui, c'est un scientifique. Fait que lui, il ne comprenait pas. Mais moi, je voulais pas m'embarquer avec ça. Ça fait que j'ai fait le saut quand même parce qu'il n'y en avait pas dans le temps là, des monochromes, des couleurs avec qui pouvaient prendre de H-alpha. C'était juste des SLR comme des Canon ou des Nikon. Il fallait défiltrer. C'est toute une job. Là. Moi, c'est ma caméra principale. Je ne voulais pas la scraper. C'est la caméra que je prends quand je vais en vacances. Là. Quand même une caméra de 1000$. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Ça, c'était la partie plate. Est-ce que vous avez survécu? Tout le monde s'endort, là? Pas trop de questions, ça va? Vous avez compris? Bon. Mais c'est des bons incitatifs par rapport à ce qu'on veut faire. Ben, c'est sûr. Il faut réfléchir à ce qu'on veut faire, mais si on n'a pas l'information, moi, là, je vous ai dit hier, je suis arrivé à la maison de l'astronomie, je savais même pas c'était quoi du visuel, je savais même pas que la photographie, ça se faisait, je savais même pas ce que je voulais. Je disais, je capotais, je vais tester. On va dire, c'est PC11. Peut-être faire des photos avec ça. Regardez, les petits cheveux, c'est pas voir rien, là. Mais le C11 en arrière, c'est pas pour prendre des galeries. Non, c'est pas pour prendre des photos de même 31, c'est clair. La chromatique, l'apochromatique. Ça, c'est un petit peu plus compliqué si je pouvais vous faire un dessin, mais en gros, quand vous savez qu'une lentille, c'est un petit peu comme un prisme de vitre. Tout le monde sait ce que ça fait, un prisme de vitre avec de la lumière? Ça fait l'arc-en-ciel. Fait que ce qu'on fait, c'est que la lumière qui vient droit, on la fait passer à travers un prisme pour qu'elle fasse comme ça, puis qu'elle vienne au focus. Ben, elle a tendance à faire l'arc-en-ciel aussi, là. Ça c'est la physique. Fait qu'un achromatique, ce qui va arriver, c'est que chaque couleur ne sera pas au focus à la même place. Je me souviens plus si le bleu ou le rouge, mais le bleu, d'après moi, va être au focus en premier, le vert dans le milieu, parce que dans l'arc-en-ciel, c'est l'ordre, puis le rouge va être en arrière. Fait que quand vous allez essayer de faire le focus avec votre caméra, elle ne va jamais être au focus avec les 3 couleurs en même temps. OK? Fait que ce que ça fait quand on prend des photos, c'est que les objets qui ont beaucoup de contraste, comme les étoiles brillantes, on va voir qu'il y a un rond rouge puis bleu en dessous. OK? C'est ça. Ça, c'est une achromatique. C'est ça que ça fait. Les apochromatiques, ils ont essayé de prendre des techniques, des verres spécialisés qui coûtent beaucoup plus cher pour que le focus des 3 couleurs se fasse à la même place. Fait que souvent, il va y avoir 2 ou 3 ou 4 lentilles. On dit c'est des triplets, c'est des quadruplets. C'est qu'ils vont venir essayer de corriger pour qu'au point focal, les 3 couleurs soient au focus en même temps. Ça, c'est un apochromatique. La différence de prix, un 120 mm achromatique, ça coûte à peu près 300$. Un 120 mm apochromatique, ça coûte à peu près 5000$. Fait que ça vous donne une idée. Ouais, ça, c'est les bas de gamme. Ça, c'est 3000? Non. 2000? J'ai eu à 1800. 9? 700. 9. Parce que là, j'ai regardé, il est quasiment 3000$. À moins 20, là, ça ne pinchait pas les lentilles. Ça donne un super de bon résultat.
Mettons que c'est 2000, Ouais. 300 et 2000 pour la moins chère. Mais une achromatique, là, Orion 120, là, ça coûte 300$. Puis le flatness du champ, Oui, ça, c'est la différence. Plus on a des gros capteurs, plus il faudrait que je vous en montre, là, mais ce que ça fait, c'est qu'il y a juste une partie de l'image qui est. Parce qu'encore, la lentille est ronde. Fait que ce que ça a tendance à faire, c'est que où le focus est fait, ça fait aussi un rond de focus parce que ça suit la forme de la lentille. Fait que l'image est de bonne forme seulement pour un certain diamètre, OK? Puis nous, maintenant, on a des gros capteurs, comme des caméras DSLR que vous avez, c'est des gros capteurs. Fait que ce que vous avez, c'est que le centre va être plat, puis après ça, les étoiles vont devenir toutes étirées comme s'ils fuyaient du centre. Ils deviennent ovales sur les coins. Puis plus tu vas loin, plus tu vas dans les coins, plus ça paraît. Ça aussi, c'est important. Les lunettes achromatiques, d'habitude, vont avoir plus tendance à faire ça parce qu'ils ne sont pas faites pour la photo. Les lunettes apochromatiques, ils vont avoir tendance à essayer de mettre plusieurs éléments dans la lunette pour que la partie plate couvre tout le sensor. OK? Je vais vous le montrer ici, là, on le voit là. Vous voyez ici, mes étoiles sont étirées? OK, regardez les quatre coins. Ça, c'est parce que lui, là, c'est pas cher, là. C'est une petite lunette pas chère, mais mon sensor, il est gros. Fait qu'il a tendance à faire ça. Il se vend des field flatteners, vous avez déjà entendu ça, là, des aplanisseurs de champ, tout ça, mais ça vient compliquer un petit peu la patente. Moi, je l'ai acheté un ici parce que Stellar View le vendait 300$. Ils vendent le télescope 600, ils vendent de la lentille qui se vend derrière un petit clou, 300$. Je ne l'ai jamais acheté. Mais récemment, Orion, il a bien vu que plein de monde achetait des 80 à 560 mm de focale. Orion a sorti une lentille aplanisseur de champ générique pour ces télescopes-là qui vendent entre 80 ou 100$. Je l'ai acheté et elle marche très bien. Il faudrait que je vous montre. Là. Si vous avez, ça vous tente, là, je peux vous montrer la différence, là, mais... L'Astrotex aussi, à 100$, la planche zéro. Ouais. Je vais vous montrer. J'ai deux photos des Pléiades que j'ai pris. Une, c'était mon test pour l'aplanisseur de champ, là. Fait que les deux ici ils ont été pris avec un avec puis un sans. OK. Celle-là, non, c'est celle-là, c'est... Ouais, c'est ça. Celle-là, vous voyez là que ça fuit ici, là. Vous voyez encore que c'est ovale. Je ne sais pas si vous le voyez dans les quatre coins. Celle-là, c'est avant. Puis là, j'ai acheté l'aplanisseur de champ Orion à 99$. Là, si vous la regardez ici, là, il n'y en a plus. C'est le même problème avec les chemins de Casgrain et les réducteurs focales. Oui, les réducteurs de focale, ça agrandit beaucoup le champ, mais le bord devient courbé. Mais c'est parce que c'est pas un APO, lui, hein, c'est ce qu'il appelle un ED, là. Fait que il est pas super grand, mais toutes les APO, là, ils n'ont pas ce problème-là. Ça fait 50-60 mm de cercle, là, ça coupe 2 fois votre capteur. Le petit Astrotex 65 mm que j'ai, l'Orion 120, là, il n'y a aucun problème. Ils n'ont pas de... Juste avec un doublet, on fait 5. Oui. Puis l'Orion, mais l'Orion, c'est un doublet, puis j'ai aucun problème avec le 120 Ion, là, l'Orion Ion 120, là. J'ai aucun problème de champ avec, là. Ni avec mon Astrotech, parce que c'est un Ritchie Chrétien, puis c'est fait pour ça, pour des grands champs là. C'est fait pour la photo. Ouais. C'est beaucoup d'informations, là. C'est pour ça qu'il faut que je choisisse mes sujets, là. Je sais que vous me posez des questions parce que vous en avez entendu parler, mais ça vient un petit peu mêler tout ça, là, mais il faut que vous fassiez un petit peu de recherche de votre côté aussi, là. C'est ça que je veux dire. On ne peut pas tout expliquer ici, là. J'avais lu un article à quelque part aussi, il parlait d'une alternative à ça, c'est que, mettons comme Astrotech, ils font des réfracteurs achromatiques, mais ils peuvent installer un fringe killer dessus. Oui, ben ça vient enlever une longueur d'onde, c'est ça que ça fait. Donc, ça, au lieu qu'il y ait 3 longueurs d'onde différentes à 3 champs, il en reste plus que 2. C'est ça qu'ils viennent faire, ils viennent couper les bandes, là, tu sais. Je pense que ça fait un peu la job, là, mais en tout cas, c'est ça, je vous dis, il y a plein de choses à considérer. Lisez, là, mais moi, j'essaie de vous donner la base, là. OK? Ça va? Ça change pas la focale, puis le seeing, puis tout ça, ça change pas. Ça, c'est juste des détails de champ plat, pas plat, le coma, pas le coma. C'est des choses quand même assez avancées, mais ça change pas ce que je vous ai montré, là. Il y en a qui essayent toutes sortes d'affaires, des fois c'est recommandé, des fois c'est pas recommandé, mais l'aplanisseur de champ il est supposé d'être fait pour un télescope particulier. Parce que quand ils font la focale avec le rapport FD, c'est particulier. Puis l'aplanisseur de champ, lui, normalement, il est fait pour un télescope et un seul, habituellement. OK? C'est ça que j'essaie de vous dire. Chaque fabricant a son aplanisseur de champ pour son télescope. Il n'est pas interchangeable. La seule raison qu'Orion en a fait un, c'est qu'il y a à peu près 20 compagnies qui vendent le même télescope sous différents noms, mais il est tout fait à la même place. OK?
Fait que lui, ça marche. Puis il est très populaire. À cause de ce que je viens de dire, il est balancé, il est pas cher. Avec la caméra 8300, c'est un match made in heaven, tu sais. Fait que puis il y a plein qui se versent. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui achète le 80. Il est populaire, donc il est pas cher. Un beau piggyback aussi. Oui, mais je pense que pour commencer, là, vous avez des dizaines et des dizaines d'objets à prendre, puis ça vous pratique, puis vous maîtrisez tout ça, puis le traitement. Moi, vous avez des images, hein? Si on n'est pas capable de les prendre, des images, là, vous les traitez tant que vous voulez. C'est ce que je disais hier, c'est bien beau le traitement, mais la capture, c'est pas mal important.